Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette matinale du DRAPS qui porte sur la sécurité sociale de l'alimentation, qui inspire des expérimentations en Occitanie. On aura aujourd'hui la présentation du cas de la Caisse alimentaire commune de Montpellier et de Caisse Alim Toulouse. Donc, je suis Delphine Lavabremi, je suis chargée de mission pour le CODES 34, le comité d'éducation pour la santé de l'Hérault, et référente territoriale du DRAPS pour le département de l'Hérault. Je suis accompagnée de Laura Tchersegui, qui est la coordinatrice régionale du DRAPS, et d'Angèle Nicole pour le soutien technique au niveau du bon déroulement de cette matinale. Donc, bienvenue à toutes et tous. Excusez-moi. Aujourd'hui, on accueille sur le thème de la sécurité sociale de l'alimentation les intervenants et intervenantes suivants. Donc, pour l'expérimentation à Montpellier, nous avons Pauline Scherer, qui est sociologue, intervenante et coordinatrice du projet de caisse alimentaire commune à Montpellier. Kyliane Valois, qui est chargée de mission démocratie alimentaire pour la caisse alimentaire commune. Et Michael Moine-Serram, qui est habitante participante au projet, qui apportera son témoignage. Et au niveau de Toulouse, donc nous avons Julie Richavi, qui est enseignante-chercheuse en agronomie du territoire au sein de l'INRAE, accompagnée de Sarah Cohen, ingénieure de recherche INRAE et coordinatrice du projet Kessalim, Fatoumata Diarraye Diallo, qui est habitante participant au projet, et Marc Onucci, qui est habitant participant au projet et qui apporteront aussi chacun leur témoignage d'expérience de ce projet. Deux mots sur le DRAPS, donc le dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé en Occitanie. C'est un dispositif qui existe depuis 2018, piloté par l'Agence régionale de santé et porté par Promotion Santé Occitanie. Il s'inscrit dans le réseau de la Fédération Promotion Santé. Il propose des actions donc à un niveau régional et aussi au niveau départemental. Et des référents DRAPS sont présents sur chaque département et l'équipe de coordination et de communication est située à Toulouse. Excusez-moi. Donc, vous voyez ici les contacts de tous les référents selon les départements. Vous pouvez retrouver ces contacts sur le site du DRAPS Occitanie et ou sur le site de Promotion Santé Occitanie. Donc, Promotion Santé Occitanie et le CODES 34, ce sont des associations qui ont des missions tout à fait similaires. L'objet associatif, c'est de soutenir les démarches en éducation et promotion de la santé sur les territoires de la région, auprès des acteurs concernés, des professionnels intervenant dans le secteur sanitaire, social et éducatif. Les actions conduites contribuent à la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé en répondant aux objectifs de la Charte d'Ottawa. Donc, parmi les missions, il y a pouvoir apporter un appui méthodologique à tout professionnel qui a un projet en lien avec la santé. Donc, ça peut être un appui ponctuel sur un aspect du projet ou un appui plus long, plus élaboré, selon les projets, selon les besoins. Fournir des ressources documentaires aussi, donc ça va être soit des références bibliographiques ou des outils pédagogiques d'intervention, par exemple. Former les professionnels, donc il y a toute une gamme de formations qui est proposée chaque année, à la fois par chacune des associations et dans le cadre du DRAPS, mais je vais y revenir. Accompagner les politiques publiques, donc avec des missions de soutien notamment à l'Agence régionale de santé. Favoriser le lien entre les acteurs et les chercheurs et concevoir des programmes locaux et régionaux d'intervention en éducation pour la santé et promotion de la santé. Donc le DRAPS, plus précisément, ce dispositif, a pour objectif principal d'être un appui aux acteurs et aux projets de prévention et promotion de la santé. Donc PPS, c'est prévention et promotion de la santé. À travers de la production de connaissances qui passe notamment par des travaux de capitalisation des expériences en promotion de la santé. Donc depuis peu, le DRAPS produit des fiches de capitalisation sur des projets de prévention promotion de la santé en Occitanie. Et ces fiches sont publiées sur le site national CAPS, capitalisationsanté.fr. Une mission aussi de transfert de connaissances donc, qui passe par l'organisation de conférences et webconférences. Donc la matinale qui nous réunit aujourd'hui, il y a plusieurs matinales dans l'année, et la JER qui est la journée d'échange régional qui a lieu en novembre. Je vais en dire deux mots dans un instant. Et ce transfert de connaissances passe aussi par la parution de bibliographies commentées avec la collaboration avec le CREAI ORS Occitanie. Une mission de montée en compétence des acteurs, donc qui passe par un programme de formation annuel. Le programme 2025 devrait paraître d'ici peu. Une mission de soutien aux politiques publiques et aux programmes probants, donc avec l'appui au déploiement de programmes probants, notamment PSFP, Programme de soutien aux familles et à la parentalité,
et appui à diverses politiques publiques, donc écoles promotrices de santé, services sanitaires, l'instruction interministérielle concernant les compétences psychosociales. Et enfin, une mission d'animation du réseau en département et en région. Donc, ça passe par l'organisation de comités départementaux qui prennent la forme de rencontres départementales autour des actualités du DRAPS et qui peuvent avoir des focus sur certains thèmes de santé, l'apparition d'une newsletter et la communication sur les réseaux sociaux. Donc, l'inscription à la newsletter vous permet d'être tenu informé de l'ensemble des missions du DRAPS et des événements à venir. Je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Et donc, je vous disais, la journée d'échange régional, elle aura lieu le 26 novembre à Montpellier, donc en présentiel. Et le thème de cette journée de rencontre annuelle est les inégalités sociales et territoriales de santé, comment les prendre en compte et les évaluer dans les actions. Il est encore possible de s'inscrire à cette journée, donc on va vous partager le lien d'inscription directement dans le chat. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis sous le format matinal. Les matinales du DRAPS ont plusieurs objectifs. Le premier, c'est de contribuer au transfert de connaissances sur les données issues des recherches en santé publique et en sciences humaines et sociales, sur l'éducation, la prévention et la promotion de la santé. Ça passe par donc le fait de soutenir et valoriser des projets de terrain innovants et prometteurs, mobilisant des données probantes, validées scientifiquement, ou des projets de recherche interventionnelle en santé publique. L'objectif de ces matinales, c'est aussi d'évoquer les freins et les conditions de réussite des projets, d'aborder les questions de transférabilité du projet et favoriser les échanges. Donc, toutes les matinales du DRAPS sont disponibles en replay après l'événement. Donc, pour les matinales de 2024, vous avez d'ores et déjà accès à une matinale sur le service sanitaire des étudiants en santé, une autre sur la promotion des mobilités actives en zone rurale et périurbaine, un levier essentiel de lutte contre la sédentarité et de promotion de la santé environnementale. Une suivante sur la promotion de la marche dans la vie quotidienne, regard croisé d'acteurs de la recherche, des politiques publiques et de terrain. Et une dernière sur le programme de recherche API, quelle place et rôle pour les politiques publiques sur la santé de l'enfant. La prochaine et dernière matinale de l'année 2024 aura lieu le 9 décembre sur la recherche participative et collaborative en promotion de la santé et santé-environnement, présentation de l'initiative Exposome. Et je vais laisser la parole à Laura Chersegui pour expliquer un petit peu plus le thème de cette matinale. Merci Delphine. Oui, très rapidement. Alors, c'est pas encore possible de s'inscrire, mais ça le sera très prochainement. On va présenter en fait l'Institut Exposome qui a été monté par l'Université de Montpellier, notamment la MSH, la Maison des sciences de l'homme Sud, et qui permet en fait de favoriser des projets de recherche collaborative, recherche-action autour des enjeux de santé environnementale et donc de la notion d'exposome. Et on présentera aussi lors de cette matinale les travaux qui sont menés par l'Institut éco-citoyen en santé environnementale de l'Aude. Donc il y aura plus d'informations à venir dans les semaines qui arrivent. Voilà. Merci. Bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Je poursuis sur une rapide introduction de la matinale d'aujourd'hui qui nous réunit sur la sécurité sociale de l'alimentation qui inspire des expérimentations en Occitanie, cas de la Caisse alimentaire commune de Montpellier et de Caisse Alim Toulouse. Donc la sécurité sociale de l'alimentation, c'est un concept qui vise à étendre les principes du régime général de la sécurité sociale à l'alimentation et à l'agriculture. Donc la proposition, c'est de garantir un budget alimentaire pour chaque individu grâce à une cotisation sociale prélevée sur le même principe que le fonctionnement actuel de la sécurité sociale. Il s'agit d'un projet de démocratie alimentaire. Les produits qui sont accessibles font l'objet d'une démarche de sélection sur la base de critères de production agricole et alimentaire qui conviennent aux destinataires des produits. Donc ça engage un travail à la fois sur le droit à l'alimentation, le droit des producteurs et des productrices d'alimentation, dans la production agricole comme dans la production agroalimentaire, et le droit de l'environnement pour aller vers un droit à l'alimentation durable. Donc, juste quelques mots d'introduction, mais bien sûr, tous les intervenants vont pouvoir nous expliquer comment ça se passe concrètement. Donc, au programme, on va démarrer par la présentation du volet recherche du projet, qui va nous expliquer quels éléments théoriques et conceptuels ont permis d'arriver à cette expérimentation par Julie Richavy et Pauline Scherer. Ensuite, on aura la présentation du volet opérationnel de mise en place du projet à Toulouse par Sarah Cohen, suivi d'un témoignage d'une habitante et d'un habitant qui participent à l'expérimentation à Toulouse, donc Fatoumata Diarragué Diallo et Marco Nucci. Et enfin, la présentation du volet opérationnel de mise en place à Montpellier par Kylian Valois,
qui est accompagné de Michael Emoine Serram, qui pourra aussi témoigner de sa participation à l'expérimentation. Donc, toutes ces interventions-là vont s'enchaîner. Il y aura un temps d'échange à la fin de l'ensemble des interventions avec vous. Et pour cela, ce que je vous invite à faire, c'est à poser toutes vos questions sur le chat pendant les interventions, et aussi, c'est possible, après les interventions. En gros, là, actuellement, vos micros et vos caméras sont tous coupés. Donc, vous pouvez utiliser le chat pour poser des questions et je me ferai le relais de vos questions auprès des intervenants à la fin de l'ensemble des interventions. Donc, n'hésitez pas surtout à utiliser le chat et à préciser vos questions et éventuellement à préciser qui vous êtes euh, en posant cette question. Pour information aussi et rappel, la matinale est enregistrée donc en vue de la publication d'un replay sur le site du DRAPS. Et aussi, à la toute fin de la matinale, on vous enverra un très rapide questionnaire d'évaluation en ligne. Voilà, ça prend 2 minutes, donc ne partez pas tout de suite à la fin et s'il vous plaît, gardez 2 minutes pour remplir ce questionnaire d'évaluation. Merci à tous, excellente matinale. Je passe tout de suite la parole donc à Julie et Pauline. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Julie, je vais te laisser partager le document. Donc, effectivement, moi, je suis sociologue intervenante et donc je fais partie des personnes qui sont à l'initiative de l'expérimentation de caisse alimentaire commune à Montpellier. Je vais vous faire une présentation un peu générale des questions de recherche avec Julie. Du coup, on peut passer direct sur Ouais. Et la donc, diapositive. Julie Richavy, comme l'a dit notre collègue, agronome du territoire, donc on va essayer de vous montrer les complémentarités entre les deux projets. Alors, du coup, je reviens un tout petit peu sur cette idée de sécurité sociale de l'alimentation. Aujourd'hui, c'est une idée politique, un projet politique qui est porté notamment au niveau national par un collectif national, le collectif national pour une sécurité sociale de l'alimentation, et qui est le fruit, on va dire, d'une réflexion collective issue à la fois du monde paysan, du secteur agricole, mais aussi on va dire, du champ de la solidarité avec des enjeux complexes et qui se croisent autour de la transition de nos systèmes alimentaires, avec un constat très fort sur la non-durabilité de notre système alimentaire actuel. Je rentre pas trop dans les détails, mais on pourra y revenir un petit peu tout à l'heure. Et puis, par ailleurs, un accroissement de la précarité alimentaire sur notre territoire. On est sur des chiffres, voilà, par rapport à la dernière étude 2022, on est sur du Crédoc, pardon, on est sur des chiffres de 16% de la population qui déclare ne pas pouvoir se nourrir suffisamment. Et lorsqu'on interroge les personnes sur est-ce que vous pouvez vous nourrir comme vous le souhaitez, la réponse est non pour près de la moitié des répondants. Donc, on est vraiment sur une problématique assez majeure d'accès à la qualité notamment et à la diversité de alimentaire, avec du coup des conséquences sur la santé, mais voilà, je dirais sur la santé globale, la santé physique, la santé psychique, et puis voilà, tout ce qui est lié notamment au stress, au bien-être, etc. Donc, on a vraiment voilà, cette conjonction de problématiques et cette idée de SSA. Alors, je vais dire SSA pour sécurité sociale de l'alimentation, qui vient tenter de répondre à cette multiplicité d'enjeux. Donc, comme ça a été dit en introduction, on peut passer, Julie, si tu veux, l'idée de SSA, elle repose sur un socle commun, sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est l'universalité. L'idée de la SSA, ce n'est pas de produire un nouveau dispositif en direction des plus pauvres ou des plus précaires. L'idée, c'est vraiment d'affirmer et de garantir que l'alimentation est un droit. Alors, c'est bien un droit reconnu au niveau international, mais qui aujourd'hui ne fait pas partie, par exemple, de notre Constitution. Là, l'idée, c'est de revendiquer donc l'accès à l'alimentation comme un droit pour tous et pour toutes, donc sans condition de revenu. On prend l'exemple de la carte vitale de santé. On ne se pose pas la question quand on va chez le médecin de sortir sa carte vitale, et, voilà, qu'on soit riche, pauvre ou entre les deux. Ben là, c'est un petit peu cette même idée. Donc, ce qu'il y a derrière, c'est une logique de prévention. C'est une logique de garantir du budget alimentaire dans l'ensemble des foyers sur le territoire, quand on sait que justement l'alimentation est la variable d'ajustement des budgets des familles, avec notamment la forte croissance de ce qu'on appelle les dépenses contraintes, donc tout ce qui est lié notamment au logement et à l'énergie.
Donc, une carte vitale de l'alimentation pour tous et toutes, avec cette logique de prévention et de garantir du budget dans tous les foyers. Deuxièmement, un financement basé sur la cotisation sociale. Donc là, c'est une interpellation et une référence directe à l'histoire de la sécurité sociale en France, hein, telle qu'elle a émergé après 45, et qui était basée sur une histoire encore plus ancienne, l'histoire des caisses mutuelles, portées par les travailleurs et les travailleuses dans une logique démocratique, c'est-à-dire avec vraiment un contrôle, on va dire, populaire sur ces caisses mutuelles et sur ces caisses locales. Et qui a donné, alors, de manière beaucoup plus différente aujourd'hui, la Sécu qu'on connaît, mais qui avait cette idée qu'elle serait cotisée qui serait financée, pardon, par une socialisation de la valeur, c'est-à-dire par cette idée de pot commun, tout simplement, et de redistribution euh, comme mécanisme de financement. Dernier pilier, et j'en ai parlé un petit peu avant, le conventionnement organisé de manière démocratique. Donc c'est vraiment, on va dire, l'ADN de cette idée de SSA, cette idée que l'alimentation doit devenir, puisqu'elle ne l'est pas aujourd'hui, un sujet politique et un sujet démocratique. C'est-à-dire, il y a cette idée, on va mettre au débat de la société la manière dont on souhaite se nourrir et donc la manière dont on souhaite produire notre alimentation. Ce défi, alors de ce qu'on a appelé une démocratie alimentaire, il fait face à un système alimentaire qui est aujourd'hui non démocratique, puisque, on va dire, gouverné, maîtrisé par quelques grands acteurs économiques qui, quelque part, donnent leur propre vision de ce qu'on doit manger, de la manière dont on doit se nourrir. Aujourd'hui, on fait en moyenne près de 80% de nos courses en supermarché. Est-ce que c'est un choix démocratique? Est-ce que les citoyens ont décidé de cela? Rien n'est moins sûr. Donc, il y a vraiment cette idée de remettre de la démocratie dans l'alimentation. Et quand on parle de l'alimentation, c'est pas uniquement la consommation, c'est bien tout le système alimentaire qu'on interroge, de la production jusqu'à la consommation, en passant par la transformation et la distribution. Donc tous ces grands acteurs économiques qui font le système alimentaire, avec des questionnements forts autour de la durabilité de nos modes de production, notamment agricoles, mais aussi de nos modes de transformation, autour de la répartition de la valeur économique tout au long de ce système, au nom des questions de précarité du travail dans la chaîne alimentaire et bien sûr de cette précarité alimentaire que subissent un certain nombre de citoyens et de citoyennes aujourd'hui. Donc cette idée de faire démocratie sur l'alimentation, elle est vraiment, voilà, vraiment majeure dans le projet de SSA et du coup dans les expérimentations qu'on va vous présenter. Et on reviendra sur le principe de conventionnement de manière plus concrète après. Voilà, bon, ça du coup, j'ai un peu, je pense, dit, parce que sinon je vais un peu trop m'étaler, je pense. Mais en tout cas, ce qui a été estimé pour l'instant par le collectif, donc c'est une carte vitale, un budget qui serait de 150 euros par mois et par personne. Voilà, c'est quelque chose sur lequel le collectif continue de réfléchir, hein, au regard de l'inflation, de tout un tas d'éléments conjoncturels. Mais là, vous avez sur la diapo quelques éléments chiffrés aussi de ce que coûterait une SSA au niveau national. Et donc voilà ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est aussi, donc Pauline a bien dressé le contexte au niveau du projet politique national. Et comme pour l'instant, il n'est pas encore voté ou accepté, on commence aussi à réfléchir à des caisses et à des expérimentations locales. Donc là, on va faire un focus sur les cas qu'il y a à Montpellier et Toulouse. Mais pour vous dire, il y a aussi des expérimentations de caisses ou de plaidoyer qui sont inspirées de ce projet de sécurité sociale de l'alimentation au niveau de la France. Donc là, sur cette carte, vous voyez qu'il y a des initiatives qui sont plutôt au stade de discussion, plaidoyer politique et aussi des initiatives de solidarité alimentaire. Il y a aussi des caisses qui sont en cours de construction ou de réflexion et enfin des caisses en rouge qui sont en expérimentation. Et donc nous, là, aujourd'hui, on va vous faire un focus sur deux de ces caisses qui sont actuellement en expérimentation. La caisse de Montpellier et puis la caisse Alim à Toulouse. Donc l'idée, c'est aussi qu'on est en lien au niveau recherche, mais aussi au niveau opérationnel via le collectif national avec les différentes initiatives de caisse et on se questionne aussi ensemble. Et en particulier en Occitanie, on a un projet qui s'intéresse aux effets des caisses alimentaires communes sur le système alimentaire, donc comme mentionnait Pauline.
sur la production, la transformation, la distribution et aussi, bien sûr, la démocratie, le changement de pratique alimentaire. Et pour ça, on s'intéresse de manière transversale à ce qui se passe à Montpellier et Toulouse, qu'on vous présente aujourd'hui, mais aussi à des initiatives qui sont en train de démarrer en Ariège et dans l'Aude. Donc maintenant, on va se focaliser sur les deux initiatives et Pauline, je te repasse la parole pour Montpellier. Ok, merci. Donc effectivement, je vais essayer d'aller de rapidement vous raconter les questionnements qui sont, on va dire, à la base de ce travail de recherche-action qu'on mène à Montpellier depuis plus de 2 ans maintenant, autour de la caisse alimentaire commune. Évidemment, le projet, l'idée de SSA est une source d'inspiration pour cette expérimentation, mais je dirais que c'est pas la seule source. Euh, on est venu à expérimenter cette caisse aussi au regard de différentes actions alternatives, innovations qui étaient en place sur le territoire depuis déjà un certain temps. Je pense aux supermarchés coopératifs, par exemple, épiceries associatives, citoyennes, solidaires, groupements d'achat, VRAC dans les quartiers prioritaires. Voilà, une série finalement d'actions autour de l'accès de tous et toutes à une alimentation de qualité qui se menait déjà depuis un certain temps, mais qui rencontrait aussi un certain nombre de limites. Et donc c'est vrai que l'idée de SSA est venue vraiment voilà, remettre un peu d'élan dans ces initiatives existantes. Donc la caisse alimentaire commune de Montpellier, l'idée est née en 2021 et on va dire qu'on expérimente depuis l'automne 2022. Euh, euh, les grands chiffres, on va dire, c'est un collectif qui porte le projet, donc un collectif de 15 structures environ. Le périmètre géographique, donc la métropole de Montpellier. Le cœur de l'expérimentation, un comité citoyen de l'alimentation, donc composé de 61 membres, et puis quasiment 400 participants inscrits à cette expérimentation. Et deuxième diapo, on va dire générale, un principe de cotisation donc à la caisse avec quelques chiffres que là vous avez sous les yeux, mais sur lesquels je pense qu'Iliane reviendra un petit peu tout à l'heure. Et aujourd'hui, ce sont 55 points de vente qui sont conventionnés par la caisse alimentaire pour que les participants puissent faire leurs achats. Alors, je développe pas trop le principe même de l'expérimentation puisqu'il va être très bien présenté juste après. Moi, je vais plutôt me concentrer sur la question de recherche, on va dire, que j'ai quand même déjà bien introduite. Donc, on peut passer sur la diapo suivante. Je présente rapidement aussi Toulouse. Ah oui, Parce que les questions de recherche, vous allez le voir, sont assez transversales. Au niveau de Toulouse, ben, on est quand même parti du même type de réflexion, mais on s'est appuyé sur des initiatives alimentaires locales qui existaient déjà, et on a choisi de s'appuyer sur 4 quartiers dans Toulouse qui pourraient ensuite fusionner en une seule caisse. Et donc, il y a aussi eu une montée en puissance par une coordination de ces initiatives locales en les inscrivant dans le projet national de sécurité sociale de l'alimentation. Donc là, le projet, il se base sur l'aire urbaine de Toulouse et les comités citoyens ont démarré en février 2023, bien qu'il y ait eu pas mal de discussions ensuite, mais on a eu vraiment 14 structures partenaires qui se sont fédérées et aussi sur une phase d'expérimentation qui a pu être financée sur d'abord 3 ans par la Fondation de France. Et l'idée, c'est qu'on s'appuie aussi sur des comités citoyens qui ont pu réfléchir déjà depuis février 2023 au type de produits qu'ils voulaient conventionner, à leur manière de fonctionner ensemble et à la co-construction de la caisse. Et la caisse elle-même a été lancée pour la partie nord et sud de Toulouse, donc deux des sous-caisses, à partir de septembre 2023, avec une idée de monter en puissance jusqu'à 400 personnes d'ici avril 2025. Donc là, en fait, on a repris un peu la même trame que la présentation qui a été faite par Pauline pour Montpellier. Et l'idée, voilà, c'est de se dire que ici pour Toulouse, on réfléchit à un autofinancement, c'est-à-dire par les cotisations entre les habitants qui viserait 60% à peu près et 40% qui continuera à être financé par de la subvention publique. Donc je pense que Sarah y reviendra pour la présentation aussi opérationnelle de comment ça se passe concrètement dans les différentes caisses et avec les habitants. Il y a aussi un processus de conventionnement au cours, donc sur la base d'un socle alimentaire de conventionnement qui est défini par les habitants, avec actuellement un peu moins d'une soixantaine de professionnels conventionnés. Et comme je le disais, la suite qui sera le lancement d'une autre des 4 caisses en janvier 2025 et ensuite
l'idéale fusion en une seule caisse alimentaire commune avec 400 adhérents visés. Donc pour les questions de recherche qu'on se pose, je repasse la parole à Pauline. Alors, la phrase est un peu longue, mais je vais plutôt vous la raconter. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est au centre des caisses alimentaires, c'est l'idée que la démocratie alimentaire est une condition de la transition, est une condition d'un changement enfin, de changement au pluriel et d'une transition qui soit juste. Quand on dit transition juste, ça veut dire qu'elle ne laisse pas sur le bas-côté la moitié de la population. Donc, on est vraiment sur cette problématique, enfin sur cette hypothèse très forte, hein, dont on pourrait discuter, mais qui est de dire c'est en passant par l'exercice démocratique, par la mise en commun des sujets de débat, par le fait que les citoyens et citoyennes puissent se forger une opinion autour de l'alimentation, avoir accès à de l'information, puissent en débattre, puissent prendre des décisions collectives, qu'on va pouvoir porter une transition ou une bifurcation agroalimentaire forte. Donc, quelque part, par cette démocratie alimentaire, on va porter des changements sur différents types de dimensions qui nous intéressent et qui nous occupent aujourd'hui. Donc, bien sûr, les questions de sécurité alimentaire qui sont, on va dire, un peu la porte d'entrée, hein, souvent, de ces expérimentations. Alors, ça dépend des territoires. On a aussi d'autres territoires où la porte d'entrée va plutôt être sur des problématiques agricoles. En tout cas, nous, sur Montpellier, on était plutôt sur ces enjeux de sécurité, insécurité, précarité alimentaire. Donc, comme je disais tout à l'heure, avec différentes dimensions de qualité, de quantité, de bien-être. Et puis, j'ai peut-être pas trop insisté sur la dimension sociale de la précarité alimentaire, puisqu'on est dans un pays où on a un modèle alimentaire basé sur le fait de manger ensemble. On sait que la précarité alimentaire a aussi des conséquences très fortes sur la sociabilité, le lien social, l'isolement, etc. Euh, on va s'intéresser à l'accessibilité de l'alimentation dite durable, ou pour certains, l'alimentation de qualité. On sait aujourd'hui qu'on a de nombreux freins autour de cet accès à l'alimentation durable. Le premier frein est économique, mais c'est pas le seul. On a des freins qui sont géographiques, on a des freins qui sont en termes, on va dire, d'accès à l'éducation, à l'information, des freins socioculturels, des freins même, on va dire, psycho-émotionnels, et puis des freins liés à nos environnements alimentaires. On est aussi dans une approche qui consiste à dire arrêtons de faire un focus permanent sur les individus et sur le besoin que les individus changent leur manière de se nourrir et intéressons-nous un petit peu plus à l'organisation sociale et politique de notre alimentation, à nos environnements, à nos paysages alimentaires, c'est-à-dire, en termes concrets, quand je sors de chez moi, qu'est-ce que je vois? Quelle publicité je vois? Quel magasin je vois? Quelle offre alimentaire est à ma disposition? Est-elle accessible pour moi ou pas, etc. Donc voilà, cette idée d'accès, elle est vraiment centrale aussi dans ces expérimentations, comment on travaille sur l'accès. Donc derrière, les pratiques alimentaires, voilà, est-ce que des caisses alimentaires communes et par extension une sécurité sociale de l'alimentation pourraient avoir des effets forts sur ce qu'on pourrait appeler l'écologisation des pratiques alimentaires, c'est-à-dire des régimes alimentaires plus favorables à la santé et à l'environnement. Et puis la dimension environnement et système alimentaire que Julie développera un peu plus. Mais en gros, l'idée, c'est aussi de se questionner sur la capacité de ces dispositifs de caisse à agir sur les systèmes alimentaires au niveau territorial, c'est-à-dire tout ce qui est production, transformation, distribution de notre alimentation. Voilà pour on va dire la problématique centrale. Je reviens dans la diapo suivante et celle d'après sur deux concepts qui sont très importants pour nous à Montpellier. Donc, ce concept de démocratie alimentaire qui a été, on va dire, énoncé pour la première fois par un chercheur anglais qui s'appelle Tim Lang en 96 et qui parle, donc là, je vous ai mis la définition la diapo. Donc, il parle à la fois d'une lutte titanesque, entre les forces du contrôle et la pression démocratique. Donc, on est vraiment sur cette idée de tension avec derrière un enjeu qui est finalement l'enjeu d'appropriation par les citoyens et les citoyennes des questions alimentaires et des actions, on pourrait dire, concrètes alimentaires. La démocratie alimentaire, c'est un concept en recherche, mais c'est aussi, ça désigne aussi finalement une multitude d'initiatives qui sont à l'œuvre dans notre société, que ce soit en France, mais aussi dans d'autres pays. Et là, ça date pas de 96, ça date de bien avant.
autour, par exemple, des jardins partagés, des AMAP, des épiceries citoyennes, des supermarchés coopératifs, des cuisines collectives, tout ce qui a émergé dans la société civile d'actions collectives, concrètes, participatives autour de l'alimentation et qu'on voit d'ailleurs augmenter, notamment depuis la période Covid. On avait eu l'occasion de faire une étude à ce moment-là sur les initiatives dans l'Hérault autour de l'alimentation et de la solidarité. Et on avait vraiment pu repérer un certain nombre d'initiatives citoyennes euh, importantes autour de ces questions alimentaires. Donc, il y a cette idée de réappropriation, il y a cette idée de reprendre du pouvoir d'agir, du pouvoir d'action sur l'alimentation dans cet enjeu de reconnexion avec l'agriculture et avec les modes de production. Donc, dans le concept de démocratie alimentaire, il y a vraiment cet enjeu d'une approche systémique de l'alimentation et pas au contraire de séparer les différentes activités, différentes dimensions. Donc, comment activer de la démocratie alimentaire? C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire dans les caisses. Ben, comme je dis souvent, on est des laboratoires vivants, des laboratoires sociaux. On n'a pas encore inventé la trajectoire parfaite entre une dynamique démocratique et une transition profonde, une bifurcation de nos systèmes alimentaires. Mais c'est ce qu'on met au travail avec des citoyens, des citoyennes, des acteurs locaux. Et c'est ce qui fait de nos travaux des recherches-actions participatives qui visent à la fois donc à produire des connaissances, mais aussi à engager des changements à différents niveaux. Je veux bien juste quand même revenir, pardon, sur la diapo d'avant. L'autre idée un peu que je voulais transmettre ce matin, c'est cette idée donc de citoyenneté alimentaire, avec une définition que j'aime beaucoup, qui est une définition pas d'une chercheuse, mais d'une activiste également en Angleterre, et qui montre bien que cette idée d'être citoyen autour de l'alimentation, elle touche vraiment à un constat fort sur, on va dire, la non-durabilité de notre système. Et quand on parle de non-durabilité du système alimentaire, bien sûr qu'on parle de santé, d'environnement, de nutrition, mais on parle aussi d'inégalité sociale, on parle de capitalisme dans le système alimentaire, de modèle économique qu'il y a derrière notre alimentation et qui questionne voilà, cette idée de est-ce que l'alimentation est une marchandise comme une autre? Est-ce qu'on ne doit pas aujourd'hui revendiquer un autre statut pour l'alimentation qu'une marchandise voilà, sur laquelle on spécule et à partir d'une spéculation à partir de laquelle on appauvrit un certain nombre de personnes dans le monde, et donc s'appuyant aussi sur cette notion de droit, l'alimentation comme droit fondamental pour tous et pour toutes. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, Julie. Il y a une petite diapo après voilà, qui synthétise un peu toutes les thématiques, on va dire, et hypothèses sur lesquelles on travaille, mais je pense que je les ai déjà largement citées. Je pense qu'on peut passer sur la partie système alimentaire. Ouais. Pardon de vous interrompre, Pauline et Julie, juste. On est sur la fin déjà, ouais. Ah, ok, c'est parfait. Merci. Je prends peut-être une minute quand même pour présenter la partie système alimentaire, parce que c'est important de se dire qu'effectivement, dans les travaux de recherche qu'on a, donc Pauline a bien présenté toute cette partie sur le questionnement autour de la citoyenneté, démocratie alimentaire et comment les citoyens peuvent se réapproprier le système alimentaire. Et nous, à Toulouse, on a aussi décidé de développer un focus là plutôt sur la ligne 2 que vous voyez sur le dessin, qui va être autour de comment en fait ces caisses pourraient être un levier pour faire évoluer le système alimentaire vers plus de durabilité. Et donc là, on va en fait se questionner sur les différents maillons du système alimentaire actuel, à la fois le changement de pratique des producteurs qui pourrait être permis via ces caisses d'alimentation, les évolutions qu'il peut y avoir au niveau de la transformation et de la distribution. Donc, je vais rapidement aller voilà, là-dessus, c'est de se dire que effectivement, il y a tout un travail de documentation sur les initiatives citoyennes, l'évolution des pratiques alimentaires, mais bien souvent, quand on se questionne sur le changement d'échelle, le grossissement de ces initiatives, on bute aussi sur des questions de verrouillage qui sont agronomiques ou qui sont aussi au niveau des modes de transformation et de distribution. Et donc, c'est ça aussi qu'on essaie de regarder à Toulouse en conduisant des enquêtes auprès des différents acteurs du système alimentaire pour voir en fait quelles sont leurs perceptions et quels sont aussi les leviers, les changements de pratiques qu'ils pourraient mettre en place en se disant en fait qu'on suppose qu'il y aurait potentiellement des évolutions des pratiques professionnelles des agriculteurs en lien avec une écologisation, mais aussi qu'il faut réfléchir à des systèmes de transformation et de distribution qui soient de taille intermédiaire ou moyenne pour pouvoir relocaliser l'alimentation, sécuriser ces acteurs d'un point de vue économique et puis
enfin qu'on attend aussi des effets des caisses sur la mise en réseau des acteurs locaux, la logistique bien sûr, mais aussi des questions de perception, de mise en contact avec des acteurs du social, de l'aide alimentaire qui sont attendus avec les initiatives de caisse commune, et puis d'évolution de la politisation et des attachements des différents acteurs. Donc pour ça, on creuse, voilà, à la fois avec des approches qualitatives et quantitatives, les évolutions qui pourraient être attendues et les effets de levier que permettraient les caisses communes. Je laisse la parole aux collègues. Merci beaucoup à toutes les deux. Et je passe la parole du coup à Sarah Cohen pour la présentation de l'expérimentation sur Toulouse. La sécurité sociale de l'alimentation est une proposition politique portée depuis 2019 par un collectif national regroupant des organisations paysannes, syndicales et associatives. Il s'agit d'une 6e branche de la Sécu dédiée à l'alimentation de qualité durable pour l'environnement, pour la santé et pour les travailleurs. Elle repose sur 3 piliers. L'universalité. Tout le monde reçoit une même somme d'argent pour se nourrir. La démocratie. Ce sont les citoyens qui choisissent les producteurs et les commerces conventionnés. Et la cotisation sociale. Chacun cotise à sa caisse en fonction de ses revenus. Depuis quelques années, partout en France, mais aussi en Belgique et en Suisse, naissent des expérimentations qui s'inspirent des caisses locales de sécurité sociale de l'alimentation. À Toulouse, 4 caisses se créent sur l'aire urbaine toulousaine. Chaque caisse regroupe des citoyens et citoyennes qui se sont formés aux enjeux du système alimentaire. Ces citoyens organisent le fonctionnement de leur caisse et choisissent un réseau de professionnels qui répondent à leurs attentes en termes de pratiques de production, de transformation et de distribution de l'alimentation. En pratique, comment ça se passe? Chaque adhérent cotise en fonction de ses moyens et chacun reçoit l'équivalent de 100 € par mois en Mona sur sa carte Vitaline. Ces 100 € peuvent être dépensés au sein du réseau de professionnels conventionnés, producteurs, artisans ou commerçants. Caisse Alim, c'est aussi des ateliers cuisine, des rencontres avec les producteurs, mais c'est aussi des discussions et des débats pour faire avancer ce dispositif citoyen pour qu'il devienne une réalité pour toutes et tous. La Caisse Alim, c'est l'accès pour tous à une alimentation saine et choisie, une rémunération juste des travailleuses et travailleurs du système alimentaire, dans le respect de l'environnement et du climat. Ok, donc je vais prendre la suite. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, bon, il y a déjà pas mal de choses qui ont été présentées. Donc, moi, je suis Sarah Cohen, je coordonne le projet de caisse citoyenne d'alimentation de l'aire urbaine toulousaine. Et je travaille avec Julie Richardi à l'INRAE. Et donc là, on va faire un petit focus sur ce qui se passe ici sur notre territoire. Euh, Donc, sur l'aire urbaine toulousaine, c'est 15 partenaires qui travaillent sur le projet, dont des acteurs de la recherche, des acteurs de la formation, à la fois professionnelle et supérieure, et des associations. Donc, on l'a un petit peu dit tout à l'heure sur les hypothèses de départ. Transformer le système alimentaire, ça implique de mettre en place une démocratie alimentaire pour que tout le monde puisse avoir accès à une alimentation qui soit choisie et de qualité. Et pour ça, il faut lever un certain nombre de freins. Des freins financiers, c'est-à-dire que chacun doit avoir les moyens suffisants pour acheter cette alimentation. Des freins physiques, c'est-à-dire avoir suffisamment de lieux près de chez soi qui proposent cette alimentation pour y avoir accès, et bien sûr des freins liés à la connaissance, donc s'approprier les enjeux du système alimentaire pour être en capacité de les penser et de choisir son alimentation en connaissance de cause. Donc comment ça se met en pratique et ça se traduit dans les projets de caisse d'alimentation? C'est donc, on l'a vu un petit peu dans la vidéo, des adhérents, des membres qui participent à des enjeux sur l'alimentation,
qui conventionnent à partir de là, choisissent leurs critères de conventionnement pour choisir les professionnels qui répondent à ces critères de conventionnement et qui cotisent en fonction de leurs moyens pour recevoir un budget de 100 monas qui pourront dépenser sur le réseau de professionnels qu'ils auront choisi. Donc, nous, à Toulouse, on a trois grandes phases en fait, de mise en œuvre. Il y a une première phase qui est de mettre en place des caisses de bassin de vie sur 4 territoires, sur lesquels je reviendrai. Et ensuite, la volonté d'articuler ces différentes caisses, donc ces 4 caisses ensemble, pour créer l'association Caisse à Libre, qui serait donc la caisse citoyenne de l'aire urbaine toulousaine. Donc les 4 territoires, on les a vus plusieurs fois déjà. Donc c'est au nord de Toulouse, un ensemble de quartiers. Pour ceux qui connaissent, bon, vous pouvez les voir affichés. Au sud, on est plutôt sur des petites villes, Hausseville, Castanet, Ramonville. À l'est, sur un ensemble de quartiers toulousains aussi. Et à l'ouest, sur un quartier en particulier, qui est le quartier des Pranettes. Donc, comment on crée ces caisses d'alimentation? On a déployé 5 phases à peu près. Donc, une première phase de mobilisation citoyenne pour constituer des groupes d'habitants qui ensuite s'engagent dans la deuxième phase, qui est la phase d'acquisition des connaissances, qui est une phase qui a duré assez longtemps ici à Toulouse. Ça a duré près de 8 mois, avec 2 ateliers par mois, des rencontres avec des professionnels, des rencontres avec des producteurs, des visites de ferme. Voilà, ça a pris plein de formes différentes pour construire une vision commune des problématiques du système alimentaire qui permettent ensuite à chacun de se sentir légitime et avec suffisamment de connaissances pour définir ces fameux critères de conventionnement. Donc là, c'est la troisième phase, qui est la phase de définition du fonctionnement et qui porte aussi sur le fonctionnement démocratique du groupe. Comment on va fonctionner, comment on va prendre des décisions, comment on va cotiser, quel montant chacun va mettre en fonction de sa situation, quels indicateurs économiques, etc. Suite à ça, il y a une phase de conventionnement des pros. Donc, il s'agit d'aller rencontrer les professionnels qu'on souhaite conventionner, donc chez lesquels on souhaite dépenser ce budget, et aller les enquêter. En fait, voilà le processus qui a été choisi par les groupes. Enquêter ces professionnels à l'aide d'un guide d'entretien qui a été construit par le groupe. Et ensuite, ces professionnels sont votés lors des sessions de réunion. Et enfin, le lancement des caisses de bassin de vie. C'est-à-dire, je cotise, je reçois mon budget de 100 monas et je peux le dépenser au sein d'un réseau de professionnels. Donc, où est-ce qu'on en est ici à Toulouse? Donc, au nord et au sud, on vient juste de lancer le fonctionnement, donc la phase 5 des caisses, le 21 septembre. Bien sûr, il y a une continuation du travail de conventionnement des professionnels et bien sûr, il y a une continuation des réunions en fait, pour améliorer le fonctionnement, pour aussi que les nouvelles personnes qui intègrent le groupe, parce qu'on est parti sur des petits comités de citoyens d'une vingtaine de personnes, aujourd'hui on est 85 adhérents, donc les nouvelles personnes qui intègrent le groupe puissent s'approprier aussi le fonctionnement et participer à ces réunions, et bien sûr des ateliers de formation sur l'alimentation qui continuent, auxquels les adhérents peuvent participer. Sur le territoire de l'Est, on en est à définir les cotisations et on va lancer la caisse en janvier avec, on espère, 50 adhérents. Et à l'Ouest, c'est un territoire un peu particulier dans le projet parce que c'est un territoire beaucoup plus autonome sur lequel il y a beaucoup moins de suivi de la coordination et d'animation. Et ils rejoindront certainement la caisse, lanceront leur caisse certainement quand on aura lancé la caisse intercommunale, donc c'est-à-dire la caisse citoyenne de la Toulouse. Donc, Julie l'a dit tout à l'heure, nous, ce qu'on vise, c'est d'atteindre 400 foyers sur les 3 derniers mois de l'expérimentation, donc à partir d'avril 2025, avant d'entrer dans la deuxième phase de vraiment articulation des caisses ensemble. On aimerait avoir une 50aine de producteurs, entreprises de transformation, magasins, restaurants. Alors, je corrige une petite erreur pour l'instant. Donc, on a effectivement identifié plus d'une 50aine de lieux, mais on en a 25 qui sont actuellement conventionnés dans le réseau. Et ensuite, le projet, il a aussi cette particularité d'impliquer la formation. Donc, on aimerait toucher une centaine d'étudiants, à la fois à l'ENSAT, l'école d'agronomie, qui fait participer des étudiants, notamment sur les axes de recherche du projet, et dans le lycée agricole, où un certain nombre d'étudiants d'une classe de BTS ont participé à la formation des habitants et à la mobilisation. Bon, ça, je l'ai dit, et puis c'était représenté dans la vidéo, donc je ne m'attarde pas sur ça. Peut-être juste vous dire, voilà, un exemple de grille de cotisation qui a été construite par les groupes. Donc, voilà, choix des indicateurs en fonction de ma situation, combien je mets dans la caisse, etc.
C'est un engagement de 3 mois qu'on demande aux personnes sur le montant de leur cotisation. Et puis, un petit focus sur la monnaie, parce que c'est aussi ça qu'ont décidé les habitants, et sur quel support on veut recevoir cette monnaie. Donc, il y a eu deux choix. Une carte Vitalim qui ressemble à la carte Vitale, parce que c'est notre inspiration, qui est du coup un fonctionnement numérique avec un QR code, et puis des tickets type ticket restaurant d'un montant de 10 mona. Donc c'est le même mona, vous le verrez, c'est le même nom de monnaie que ce qu'on retrouve à Montpellier et en Gironde, hein, qui sont lancés avant la caisse de Toulouse. Et ça a été un choix des habitants de choisir monnaie alimentaire pour le nom de ce système d'échange à part. C'est une monnaie qui est bien sûr commune aux 4 caisses à Toulouse et c'est un système qui est géré à la fois par notre partenaire Sol Violette, qui est la monnaie locale de Toulouse, mais aussi par les membres des caisses, en fait, qui participent à faire fonctionner ce système économique. Et je vais laisser la parole à Marco, qui est du coup un membre de la Caisse Nord et qui va aussi témoigner après avec Fatou pour représenter, peut-être vous donner un petit regard sur le conventionnement, les critères de conventionnement, et c'est ce qui peut permettre aussi de faire un lien sur pourquoi quand on donne ce pouvoir aux habitants de choisir leur alimentation, on se rend compte que ça peut fortement contribuer à limiter les impacts de l'alimentation sur la santé et contribuer à une meilleure alimentation. Bonjour à tous. Donc, effectivement, avec les groupes citoyens, on a travaillé pour établir des critères de conventionnement. Donc, il y a principalement trois piliers. Les produits doivent faire partie du socle alimentaire. Donc, il s'agit d'aliments qui sont sains. C'est principalement des produits bruts ou à faible transformation et également principalement des produits locaux. Mais on accepte également des produits importés pour ceux qu'on ne trouve pas, qu'on peut pas trouver près de chez nous, comme les cafés, les thés ou les chocolats. On essaie aussi d'identifier quels sont les marqueurs de l'ultra-transformation, les additifs toxiques comme l'amidon, les conservateurs, les arômes, pour permettre d'identifier ces produits. Et dans les produits bruts, on accepte principalement des labels. Et pour les producteurs, on peut les accepter, donc les labels qu'on accepte, c'est AB et Nature et Progrès. Et pour les producteurs qui ne répondent pas à ces labels, on peut aller les enquêter avec un guide de conventionnement pour établir si ils sont en phase avec les valeurs de la caisse. Un deuxième pilier, c'est la confiance entre les pros et les mangeurs. Donc, on privilégie du local en Occitanie, du circuit court, donc maximum en intermédiaire, et également un partage de valeurs, c'est-à-dire pour tant un fonctionnement des professionnels qui tend vers une alimentation saine et durable et accessible à tous. Et enfin, les troisièmes piliers, c'est avoir des aliments qui sont durables écologiquement et socialement, donc avec des conditions qui permettent de lutter contre les changements climatiques, qui permettent de préserver les habitats et la biodiversité, et également la santé des sols. Et un exemple, on demande d'avoir pas de pesticides ni engrais de synthèse ou un usage de l'eau sobre et de prendre en compte le bien-être des travailleurs. Si on passe sur la slide suivante, vous avez un exemple de conventionnement des magasins ou des entreprises. Donc, il s'agit d'une grille. On regarde si l'entreprise est cotée en bourse et on a mis comme critère qu'il ne faut pas qu'il le soit pour être conventionnable. On regarde les conventionnements de produits du socle alimentaire que j'ai expliqué auparavant. On vérifie une ouverture d'esprit du gérant, donc le partage de valeur avec la caisse. Et pour les boulangeries, on s'appuie notamment sur les labels artisans qui nous garantissent des critères de fabrication en ligne avec nos valeurs. Et je passe la parole à Sarah à nouveau. Merci Marco. Et je pense que la suite, c'est vos témoignages. Du coup, Fatou, si tu veux commencer. Alors, on ne se voit pas, donc je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais c'était ça. Bonjour tout On le voit bien. monde. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Fatoumata Diallo. Je suis arrivée en France le 11 mai 2023.
Et je cherchais une association. Comme je ne connaissais personne, en fait, j'ai cherché une association pour adhérer, pour participer. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance avec Kessalim. C'était au l'envol du pionnier. C'était dans une soirée cinéma. Donc, j'ai échangé un peu avec certains membres qui m'ont parlé un peu de l'association et ils m'ont dit de voir avec Sarah et j'ai vu Sarah, Sarah m'a expliqué, j'ai commencé à participer à des réunions et j'ai beaucoup aimé l'association, j'ai aimé aussi le projet parce que c'est aussi avoir le sentiment d'être utile et de rendre service aux autres. J'ai beaucoup adoré. Et donc, j'ai fait partie des membres de la Caisse Est et on fait des fois aussi des sorties dont je participe. Des fois, on part pour voir des producteurs. J'ai été aussi voir aussi c'était, c'était aussi des agriculteurs qu'on était partis aussi voir. Donc, du coup, je suis membre depuis septembre 2023. Après, si vous avez des questions pour Fatou, vous pouvez lui poser directement. Et sinon, bah, Marco, tu peux enchaîner sur ton expérience. Et Marco, du coup, je suis habitant de Toulouse Nord depuis 6 ans. Je participe au groupe citoyen depuis 2 ans. J'ai rejoint le groupe car pour moi, manger des aliments sains et de qualité, ainsi que les liens avec les professionnels, sont des points qui me tiennent à cœur. Je participe dans des AMAP depuis 15 ans. Je fais les possibles pour acheter mes produits en circuit court. Et dans ce projet, il s'agit de ma première participation à un projet citoyen. Et j'aime ce projet parce qu'il me permet de partager avec d'autres mangeurs et mes valeurs, de rendre cette alimentation saine accessible au plus grand nombre. Et après, j'ai particulièrement apprécié effectivement la partie du projet initial qui a permis à tout le monde de se former, de voir des paysans, de voir des nutritionnistes, de voir plein de choses pour qu'on ait tous une même base avant de commencer à travailler sur quels étaient les critères, comment on voulait les traduire pour lancer la caisse. C'est bon pour toi, Marco? C'est bon. Super. Et bah, merci à tous les deux. Et du coup, bah, on va laisser la parole à Montpellier pour, euh, pour la suite. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, c'est bon. Ok, super. Je suis Kylian Valois, je suis chargé de mission pour la Caisse alimentaire commune de Montpellier. Et donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait à Montpellier. Je vais vous faire un peu l'historique du projet. Pauline en a déjà un petit peu parlé, donc je vais essayer de pas trop faire de redites. Après, je vais vous dire comment ça marche concrètement et où est-ce qu'on en est un petit peu aujourd'hui et quelles sont les perspectives pour la suite. Et ensuite, Michael, qui est là à côté de moi, vous fera son petit témoignage, enfin son bon témoignage de pourquoi est-ce qu'elle a rejoint la caisse, et ce que ça représente pour elle, etc. Alors, la caisse, comme l'a dit Pauline tout à l'heure, est issue d'un collectif qu'on a appelé donc comité local, collectif de coopération, qui au départ rassemblait 25 structures de nature très très différentes. En fait, c'est issu du programme Territoire à vivre, qui est un programme national qui s'est décliné sur 4 métropoles, donc Lyon, Toulouse, Marseille et Montpellier. Ça a pris des formes différentes selon les territoires, donc je ne rentre pas dans les détails. Mais l'idée, c'est qu'à Montpellier, rapidement, l'idée qui a émergé, c'était l'idée de faire une caisse alimentaire commune, donc inspirée non seulement du concept de sécurité sociale de l'alimentation, mais aussi d'expériences plus locales, comme l'a dit Pauline tout à l'heure. Donc ce collectif, il rassemblait des acteurs de nature très très diverses, autant acteurs de la recherche, la monnaie locale de l'Hérault, des lieux de solidarité, de mobilisation citoyenne et alimentaire, des points de vente un peu alternatifs, des structures de lutte contre la précarité, des structures paysannes, voilà, très très variées. Donc l'idée qui émerge, c'est celle d'une caisse alimentaire commune, mais il y avait volonté que cette caisse, elle soit pas uniquement portée par ce réseau associatif et institutionnel, parce qu'il y a aussi la ville de la métropole, mais qui soit porté par des habitantes et des habitants, animé par une équipe de bénévoles et de professionnels, mais avec une instance de gouvernance vraiment dirigée par des habitantes et des habitants. Et donc pour ça,
il y a eu toute une série d'événements, tout un programme en fait de mobilisation qui a duré à peu près 6 mois. Donc là, on est en 2022, tout début 2022 jusqu'à l'été. Et il y a eu, on a organisé donc des pique-niques partagés, des projections débats, des conférences débats, des balalim, donc des balades alimentaires. C'est l'idée d'aller se balader dans le quartier et de voir à quoi ressemble notre paysage alimentaire. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce quartier? Est-ce que l'alimentation qu'on y trouve est plutôt, on la considère de qualité ou pas? Qu'est-ce qu'il manque? Est-ce que ça nous convient? Donc tout ça, en fait, c'était un peu des prétextes pour faire se rencontrer un bon groupe de personnes et les faire se parler d'alimentation. Quand on a eu un groupe d'à peu près une cinquantaine de personnes qui commençaient à se fédérer, à revenir à chaque fois, à être dans le truc, à être dans cette marche-là, le comité citoyen a vraiment été lancé, donc après l'été, et la première séance du comité citoyen a eu lieu en octobre 2022. Alors, je ne vous explique pas vraiment le fonctionnement du comité citoyen parce que Michael va le faire tout à l'heure, mais l'idée c'est que le comité citoyen, c'est l'instance démocratique qui gère la caisse sur notamment deux grandes dimensions. Le volet cotisation, donc c'est le comité citoyen qui a défini voilà, les grandes règles autour de la cotisation que je vais vous présenter juste après, et la partie conventionnement, donc quel lieu est-ce qu'on accepte, dans lesquels est-ce qu'on peut utiliser la monnaie, etc. Voilà. Donc, le comité commence à travailler en octobre. Après quelques mois de travail sur un bon rythme, on lance la caisse le 28 janvier 2023. Et donc cette caisse, elle repose sur 5 grands objets comme ça. Donc le principal, bon, c'est l'objet central bien sûr, c'est la caisse alimentaire commune, qui s'appuie donc sur son comité citoyen de l'alimentation, une instance de gouvernance, sur une monnaie alimentaire. Chacun de ces éléments, je vais vous les détailler. Là, c'est pour vous dresser un petit schéma global. Une monnaie alimentaire, donc la MONA, qui est une monnaie numérique, une structure d'achat en commun, une plateforme d'achat en commun. Ça, c'est quelque chose qui est toujours en développement, mais on parle en fait de mutualisation des approvisionnements. Comment est-ce qu'on peut tisser des liens entre les producteurs et les productrices de territoire pour abonder en aliments de qualité produits le plus localement possible les points de vente qui sont conventionnés. Et donc, un circuit de distribution conventionné, qui est conventionné donc par le comité citoyen. Alors, opérationnellement, comment ça marche? Dans le grand principe, l'idée, c'est que chaque personne dans la caisse cotise en fonction de ses moyens, à partir de 1 € par mois, et sans limite si on a beaucoup de moyens, et que peu importe combien on est contribué, donc que ce soit 1 €, 50, 100, 150, 200, tout le monde reçoit la même somme, 100 mona par mois, pour faire des achats alimentaires dans des commerces conventionnés sur des critères de qualité, d'éthique, etc. En fait, notre grille ressemble pas mal à ce que Sarah et Marco ont pu vous présenter juste avant. Alors, justement, la grille. Donc ça a été une des premières productions en fait, du comité citoyen. On part du principe que la cotisation, elle est à montant totalement libre. On voulait vraiment s'éloigner de pratiques plus stigmatisantes qu'on retrouve notamment dans l'aide alimentaire, où on demande des justificatifs, où il y a tout un tas de barèmes, de quotas, etc. Ici, la cotisation, elle est à montant libre, mais on s'est aperçu qu'en fait, c'était assez difficile de se situer socialement. Très schématiquement, en fait, les personnes qui sont plutôt pauvres se disent, il y a plus pauvre que moi, ce qui est vrai, il y a toujours plus pauvre que soi, donc elles se pensent plus dans la moyenne. Et les personnes riches se disent, il y a plus riche que moi, donc elles se pensent plutôt dans la moyenne. Ce qui est vrai aussi, il y a toujours plus riche que soi, sauf si tu es Bernard Arnault, mais il ne cotise pas à la caisse de Montpellier. Euh, donc, globalement, pour éviter ça, on a quand même créé ce petit guide d'autodétermination du montant de cotisation, mais qui, donc voilà, en fonction du revenu mensuel, du budget disponible ou du budget alimentaire, permet de suggérer une cotisation. Mais on part du principe que ça reste qu'une suggestion, parce que chaque personne, enfin, personne ne connaît mieux sa situation que soi-même, en fait. Et donc, c'est libre à la personne qui cotise de cotiser davantage ou moins que ce qui lui a été suggéré. Ou même de ne pas utiliser l'outil du tout si ça ne lui paraît pas pertinent. Ensuite, donc une fois qu'on a payé sa cotisation, donc sa cotisation, on peut la payer soit en ligne via une petite application. Donc là, je vous ai mis une impression d'écran de cette application. Donc soit on la paye en ligne avec sa carte bleue, soit on peut aller la payer en physique sur ce qu'on appelle des comptoirs des habitantes et habitants. Et donc là, on peut payer en carte bleue, pardon, en espèces ou en chèque. Cette appli, elle est très simple. Donc, comme pour Toulouse, donc, notre nom, c'est la Mona, c'est une monnaie numérique. C'est pas tout à fait d'ailleurs une monnaie, c'est plutôt un moyen d'échange numérique qui repose sur une application. Mais ça a été pensé pour que ce soit le plus simple possible. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir
forcément un smartphone, etc., pour se servir de cette monnaie. Tout ce qu'il faut, c'est avoir une adresse mail pour pouvoir s'inscrire. Puisque une fois qu'on a fait l'inscription, on définit son code de paiement, mais ça, on peut le faire soit sur son téléphone, soit sur son ordi, soit au moment de l'inscription avec la personne qui nous inscrit. Voilà, donc si on n'est pas équipé numériquement, c'est tout à fait possible aussi. Ou alors le faire sur le comptoir des habitants. On définit un petit code de paiement, qui est un code entre 4 et 8 chiffres, qui permet, quand on va faire ses courses, en fait, on dit simplement je paye en Mona. La personne qui est à la caisse nous retrouve dans la base de données, et ensuite nous tend un petit téléphone ou une tablette ou un ordi pour taper son code de paiement, et on a payé. Vous voyez sur l'interface aussi que là, il y a la carte des différents points de vente. Ça, c'est la carte d'il y a bien un an, voire un an et demi. Donc, depuis, il y a beaucoup plus de points de vente, puisqu'on est à peu près à une cinquantaine. Donc, à peu près 40 producteurs et productrices en vente directe et une dizaine de boutiques. Boutiques ou structures un peu spécifiques, type association. Parce qu'en fait, on a des commerces un peu spécifiques, associations ou coopératives, qu'on compte sous l'appellation point de vente, qui est un peu générique. Donc, la deuxième grande mission du comité citoyen, comme je l'ai dit, c'est le conventionnement. Donc, c'est ce qui nous permet d'élargir notre réseau de points de vente. Au départ, on est parti avec 4 points de vente qui étaient un peu à l'initiative du projet, qui faisaient partie du collectif de coopération que je vous ai montré tout à l'heure. Donc déjà, ils étaient de nature variée, parce qu'il y avait un supermarché coopératif, des groupements d'achat VRAC, donc groupements d'achat citoyens dans les quartiers, un marché paysan, et l'Esperluette, qui est une épicerie et un café social et solidaire. Donc c'était déjà des acteurs de nature très très diverse, mais forcément le maillage territorial n'y était pas, puisque sur la caisse de Montpellier, on porte sur toute la métropole de Montpellier, donc en tout 500 000, enfin, on n'a pas 500 000 personnes dans la caisse, mais on est sur un bassin de vie de 500 000 personnes. Donc il fallait bien évidemment aller au-delà de ces 4 points de vente-là. Et donc, on a créé, le comité citoyen a réfléchi à ce qu'était pour lui une alimentation durable, une alimentation de qualité. Et donc, c'est un peu ces grands critères qui sont ressortis. Donc, ça ressemble pas mal à ce qui a été présenté pour Toulouse, hein. Il y a à la fois la partie praticité, accessibilité, qualité environnementale et santé. Donc, ça, c'est là où on retrouve la question des labels, par exemple. Les relations avec les producteurs et productrices. Est-ce qu'on est sur de la vente directe ou pas, par exemple, et le modèle économique, c'est-à-dire est-ce que la structure est à but lucratif ou non? Est-ce que c'est une coopérative, une association? Est-ce que les marges qui sont prises sont importantes? Sachant que voilà, c'est un critère important, parce que des marges très importantes peuvent se faire au détriment des producteurs et productrices aussi, ce qu'on ne souhaite pas. Et enfin, la relation entre la structure et le comité citoyen. Qu'est-ce qu'il y a un vrai intérêt mutuel entre le point de vente et nous? Ou est-ce que c'est plus vu comme une opportunité commerciale, etc., et pas une démarche de solidarité alimentaire et de démocratie, ce que nous, on souhaite promouvoir. Voilà. Donc la caisse, bon ça je l'ai déjà dit, pardon, cette diapo aurait dû être un peu avant. Donc lancement officiel de la caisse en janvier 2023. Ah non, ça fait sens, je l'ai mise là pas pour rien. Parce qu'en fait ça, on l'avait déjà travaillé pour préparer notre lancement, justement. Ça illustre un peu le gros rush de travail sur les 4 premiers mois, ouais 5 mois, comme dit Michael. Donc en 5 mois, il a fallu un peu définir tout ça, même s'il y a eu des évolutions par la suite, pour que la caisse soit opérationnelle et lancée officiellement le 28 janvier. Donc voilà. Donc depuis le 28 janvier, la caisse elle a fait pas mal de chemin, puisqu'on lance le 28 janvier. À partir de février, on a les 45 premiers membres qui cotisent, qui étaient les membres en fait, du comité citoyen, donc qui travaillaient depuis 5 mois, et donc ont été les premiers à cotiser, recevoir leur Mona, la dépenser dans les points de vente et faire leur cuisine avec les denrées achetées en Mona. Ça a été un peu la phase de test. Et après, on a élargi. Donc, à partir d'avril, on a fait rentrer pas mal de nouvelles personnes dans la caisse. Et, euh, et l'idée, en fait, il y a eu plusieurs voies de recrutement de ces personnes dans la caisse. Il y a d'abord eu, enfin, je dis d'abord, en fait, ça s'est fait de manière simultanée, mais premièrement, un recrutement par tirage au sort. En fait, on a fait un appel à participation qu'on a voulu le plus large possible, qu'on a partagé le plus largement possible. Donc, c'était un questionnaire qui présentait rapidement, on présentait rapidement le projet. Puis il y avait un petit questionnaire de demande de participation. On l'a fait passer via nos partenaires, via des médias qui nous ont relayés, etc. Ça nous a permis d'obtenir à peu près 650 volontaires. Donc, sur ces 650 volontaires, on a tiré 332 personnes. Et sur ces 332 personnes, il y a eu un petit peu de perte. Il y en a 274 qui sont inscrites dans la caisse. Alors, pourquoi on a tiré au sort? On a tiré au sort pour 2 raisons. Déjà, parce qu'il y avait plus de demandes que de places disponibles et qu'on ne voulait pas faire premier arrivé, premier servi. Et aussi parce qu'il y avait volonté de faire une caisse la plus variée possible dans les gens qui y participent. Donc au départ, on voulait même faire un échantillon représentatif de la population de la métropole de Montpellier, en prenant le critère d'âge et le critère de revenu. En vérité, on n'a pas vraiment réussi à le faire,
notamment parce qu'il nous manquait des personnes avec des revenus plus élevés. Donc on en a, mais pas suffisamment. Mais on a réussi quand même à faire une caisse avec un échantillon varié. Et donc ça, c'est très important, non seulement dans un enjeu de financement, dans un enjeu de recherche, mais aussi dans un enjeu d'inspiration SSA qui repose sur le principe d'universalité, donc d'avoir des personnes les plus variées possibles et que ce ne soit pas un dispositif uniquement pour les personnes précaires. Et ensuite, comme on voulait quand même être un dispositif de lutte contre la précarité alimentaire, on a voulu surreprésenter néanmoins les personnes précaires et aussi faire de l'aller vers pour toucher des personnes qui ne seraient pas peut-être naturellement venues vers nous parce que plus éloignées des lieux de distribution alimentaire un peu alternatifs, de notre collectif de coopération, donc de nos partenaires. Et donc, pour ça, on s'est rapproché de pas mal de structures qui sont plutôt des structures du champ de l'action sociale. Donc, CHRS, un dispositif, par exemple, qui s'appelle Bail d'abord, qui est un dispositif d'accès au logement social pour des personnes qui étaient à la rue, les services sociaux du département, des collectifs comme Migrants Bienvenus, des personnes aussi qui étaient, enfin, des assos qui étaient déjà dans le collectif de coopération et qui ont pu orienter directement des personnes plus en précarité, sans passer par le tirage au sort, etc. Donc ça a représenté à peu près 83 personnes, ce qui fait qu'avec les trois voies d'accession, donc les premiers membres du comité, l'appel à participation et la mobilisation via les partenaires, on est à peu près à 400 personnes aujourd'hui inscrites à la caisse. Donc là, c'est où est-ce qu'on en est à fin 2024. Et on a eu une bonne nouvelle récemment. On a été lauréat d'un AMI de la Banque des Territoires qui va nous permettre non seulement de pérenniser la caisse, mais aussi de un peu renforcer son action. Donc, il y a pas mal de belles perspectives, beaucoup de questions. On ne sait pas encore exactement à quoi va ressembler la caisse à l'avenir, mais on va très probablement pouvoir la pérenniser jusqu'à fin 2029, augmenter considérablement le nombre de personnes présentes dans la caisse, et on réfléchit aussi à aller plus loin en adaptant par exemple la composition de Mona reçue pardon, le montant de monnaie reçu à la composition du ménage pour avoir un plus fort impact sur le budget alimentaire, puisqu'on s'est rendu compte que pour une personne seule, recevoir 100 mona, ça avait un impact fort. Par contre, dès qu'on commence à être une famille de 3 à 4 personnes, forcément, vu que le montant de monnaie ne s'adaptait pas, l'impact était un peu moindre. Voilà, donc des belles perspectives pour la suite. Je ne sais pas où j'en suis de mon temps, mais je vais m'arrêter à peu près là et on pourra revenir sur ce que vous voulez pendant les questions. Donc je passe la parole à Michael. Ah, c'est ça tout. Bonjour à tous, à toutes. Oui, donc moi je suis Michael Moine-Seram, je suis retraitée, j'ai 76 ans, des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Voilà, je suis arrivée à connaître la caisse alimentaire. Mon mari, qui souffrait de la maladie d'Alzheimer, a dû être accueilli en EHPAD parce que sa situation se dégradait. Et donc, en mai 2021, je me suis retrouvée sans ces revenus, qui sont tous partis à l'EHPAD, et avec une toute petite retraite. Et donc, j'ai dû faire appel à l'aide alimentaire, au secours populaire, pour me nourrir, puisque je n'avais plus du tout d'argent pour me nourrir une fois payé les frais obligatoires. Donc, pendant 2 ans, j'étais au Secours populaire et par eux, j'ai connu le groupement d'achat Vrac et Cocina qui m'a fait connaître le projet de caisse. Ce projet de caisse par la démocratie alimentaire, savoir que ce seraient des citoyens qui décideraient pour d'autres citoyens, je trouvais ce projet tellement innovant et tellement génial, quoi. Pour la première fois, on demandait à des citoyens d'organiser la vie d'autres citoyens. On n'avait pas besoin qu'on nous dise quoi faire. On est capable aussi de prendre des décisions. Donc, je suis arrivée dès le premier comité citoyen en octobre 2022. Et donc, les premiers comités ont été pour acquérir des connaissances, euh, pour savoir comment ça se passe à chaque comité. La plupart des sujets sont travaillés en amont en séances intermédiaires qui sont animées par les animateurs et des membres du comité citoyen pour choisir les thèmes que nous allons approfondir pendant le comité citoyen du mois. Donc, on se réunit une fois par mois
Il y a une garde d'enfants pour permettre aux mamans qui ont des enfants qu'elles puissent venir également et participer. Donc, on se retrouve d'abord en plénière. On travaille, on définit les sujets. Il y a une présentation de l'ordre du jour. On est en plénière, puis on va en petits groupes et on travaille le sujet beaucoup plus en profondeur de façon à prendre des décisions. Ensuite, on revient en plénière et c'est le comité entier, le comité citoyen complet, qui prend la décision, qui valide les décisions prises ce jour-là. Et on finit toujours par un bon repas. Voilà. On s'aperçoit quand on donne le pouvoir aux citoyens, aux citoyennes, ben, qu'ils le prennent et qu'ils savent prendre des décisions importantes pour leur vie, pour leur santé et pour tout le monde. Ce que ça m'a apporté, d'abord une meilleure offre alimentaire avec des produits de qualité, donc une santé améliorée, parce que pendant les 2 années où j'étais à l'aide alimentaire, je n'ai jamais, pendant ces 2 ans, mangé aucun fruit ou aucun légume, d'où une répercussion sur ma santé. Une sécurité alimentaire, moi, mon budget alimentaire a été doublé par les 100 Mona. Par ailleurs, j'ai repris énormément confiance en moi. J'ai rencontré des personnes formidables de tous milieux socio-culturels. Je me trouve à ma place en tant que citoyenne. Ma parole est valorisée comme la parole de chacun. Et je retrouve également une dignité que j'avais un peu perdue en faisant appel à l'aide alimentaire. C'est très compliqué ce pas à passer pour demander l'aide alimentaire. On se trouve vraiment humilié d'avoir à le faire. C'est la première fois de ma vie que je devais demander l'aide alimentaire et c'est vraiment quand on n'a vraiment plus rien dans les placards ou dans le frigo depuis plusieurs jours qu'il faut se décider à le faire. Euh, Par-delà, le comité citoyen et la caisse en elle-même m'a redonné des droits, m'a redonné un pouvoir. Et c'est tout à fait autre chose. Quand j'utilise mes monas, je suis comme tout le monde. Je vais dans les magasins qui m'intéressent, acheter les produits qui me font envie. Et je suis comme chaque acheteur. Les personnes ne savent pas que je suis en précarité alimentaire et je suis valorisée en tant que simplement acheteuse et mangeuse. Merci. Merci à toi. On a fini. Merci beaucoup, Mickaël, pour votre témoignage particulièrement touchant et merci beaucoup à toutes et tous pour vos interventions et témoignages. On a recueilli pas mal de questions, donc je vais m'en faire le relais tout de suite. Je vais essayer de reprendre les questions un peu par ordre chronologique par rapport à vos interventions. Bon, dans un premier temps, des questions qui vont probablement plutôt concerner Pauline et ou Julie. Je vous laisse juge après de voir qui répond et bien sûr si Sarah ou Kylian voulaient compléter. Donc on a une question notamment sur, alors je vous la lis telle qu'elle a été formulée sur le chat. Donc pour une caisse de sécurité sociale, on cotise tous, mais on est indemnisé qu'en cas de maladie ou accident de la vie. Donc pour ce qui est de l'alimentation, il s'agit d'un budget quotidien, donc c'est un peu différent d'une protection sociale qui représente plutôt une assurance en cas de pépin. Du coup, la personne se questionne sur la différence en termes d'intérêt, notamment quel pourrait être l'intérêt pour les revenus les plus élevés de cotiser. Qui veut répondre? Qui se lance? Il y a Sarah qui lève la main. Allez-y. Je peux démarrer une réponse. Le parallèle, il se fait aussi au niveau de la socialisation d'une partie de nos revenus pour un commun qui serait l'alimentation, bien que ce soit pas forcément assurantiel comme peut être la sécu de santé. Et pour des personnes qui ont les moyens déjà d'accéder à cette alimentation, c'est aussi de se dire qu'aujourd'hui,
Si moi j'achète des produits bio, équitables, etc., parce que j'ai envie de soutenir des producteurs, que j'ai envie de limiter les impacts sur l'environnement, sur le climat, etc., bah, c'est pas à 10% de la population que ça suffira pour transformer ce système alimentaire. C'est ce qu'on disait un petit peu en introduction. Si je le fais pour ces raisons-là, parce qu'il y a des gens qui mangent bio pour leur santé principalement et pas forcément pour les effets bénéfiques que ça peut avoir sur la société, je comprends alors qu'il faut que tout le monde puisse avoir accès à cette alimentation. Et c'est là que la solidarité, elle se met en place. Et c'est ça qui peut motiver des personnes, Marco le disait aussi, hein, à participer à ce genre de projet parce que ça permet à tous d'avoir accès à une alimentation de qualité et choisie. Merci beaucoup. Une prochaine question porte sur l'existence d'expérimentations en milieu rural. Parce que pour l'instant, les projets, en tout cas ceux présentés aujourd'hui, concernent des grandes villes, mais à la campagne, il faut aussi ajouter les problèmes d'accessibilité, stigmatisation, entre autres. Est-ce que vous avez connaissance d'expérimentations en milieu rural? Bah, là, je peux répondre ouais, sur la carte des initiatives qu'on a montrée pendant notre présentation et en l'occurrence le focus Occitanie. Je mentionnais 2 caisses qui sont en cours de montage en Ariège et dans l'Aude et là, on est vraiment en milieu rural. En Ariège, c'est à Saint-Giron, dans l'Aude, c'est autour de Lézignan-Corbière, donc des zones rurales et qui en plus ont des assez gros taux de précarité. Et donc, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'aller regarder de manière transversale ce qui se passe dans ces initiatives, sachant que là, on vous a présenté effectivement 2 initiatives plutôt urbaines. Merci beaucoup. Euh, Au niveau de... Il y avait des questions... Ah oui, donc c'était peut-être en lien, mais est-ce que vous pouviez nous en dire un peu plus sur les expérimentations en Ariège et dans l'Aude? Oui, alors en Ariège, en fait, il y a eu toute une réflexion qui était liée à un projet avec le CIVAM, donc qui accompagne les structures agricoles dans le développement vers la transition agroécologique. Et en l'occurrence, un projet qui a été aussi avec Territoire à vivre, qui ont été mentionnés par Pauline en introduction, et des réflexions autour de la démocratie alimentaire. Et donc, ces différents projets-là, d'abord de terrain et ensuite aussi de recherche-action, ont conduit à une réflexion autour des initiatives qui pourraient être inspirées de la sécurité sociale de l'alimentation. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce projet, il part quand même des producteurs, de la volonté des producteurs locaux en tant que producteurs qui souhaitent une transition vers plus de durabilité du système, mais aussi en tant que citoyens de cette zone rurale, de fédérer autour d'eux des citoyens. Et donc là, ça s'élargit pour le projet de caisse à des citoyens, à intégrer notamment la CAF, des magasins locaux et s'élargir dans la même logique que les caisses qu'on a présentées à Toulouse et à Montpellier, mais en partant des producteurs. Et dans l'Aude, c'est porté par la Maison paysanne de l'Aude, donc avec une visée vraiment territoriale aussi, et qui inclut les producteurs. Et aussi une zone autour de Lézignan-Corbière qui est vraiment ciblée parce qu'il y a une forte précarité dans cette zone-là des citoyens. Merci beaucoup. J'enchaîne justement avec une question sur les types de partenaires qui sont impliqués dans les expérimentations. Notamment, il y a une question sur est-ce que les caisses de sécurité sociale sont impliquées dans les expérimentations et est-ce qu'il y a d'autres partenaires type maison de santé, URPS, etc. Donc Je Union veux bien régionale des répondre. professionnels de santé. Ouais. Bah, en tout cas, à ma connaissance, pas beaucoup. Et sûrement pas assez, parce que je pense que c'est un des gros enjeux qu'on a aujourd'hui, de faire le lien entre ces projets autour de l'alimentation et les institutions de santé et organismes de santé. Euh, je pense que voilà, la dernière étude qui est sortie là sur les coûts cachés de l'alimentation, qui a été réalisée par le Basique sur commande du CIVAB et du SCORCAD, vont peut-être nous aider à montrer voilà aussi tous ces liens, toutes ces connexions. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a eu du mal à impliquer, que ce soit ARS voilà ou CPAM sur les expérimentations. Alors, j'ai pas une vision exhaustive de toutes les expérimentations partout, donc il y a peut-être des liens qui existent sur d'autres territoires, c'est tout à fait possible. Mais j'ai quand même l'impression que c'est pas quelque chose qui est très développé aujourd'hui. On a beaucoup plus de liens, on va dire, avec l'action sociale, conseils départementaux, CCAS à l'échelle communale, ou bien sûr tout le tissu associatif. Mais voilà.
Donc, si dans les gens qui sont là, il y a des idées justement de liens à faire, peut-être des premières portes d'entrée qui pourraient être intéressantes, n'hésitez pas. L'appel est lancé. Merci. Il y avait une question aussi plutôt au regard de l'évaluation du projet. Comment est-ce que les indicateurs comme l'accès à l'alimentation durable, la lutte contre l'insécurité alimentaire ou globalement les changements sur le système alimentaire, comment est-ce que ça va être évalué? Alors, donc, je vais parler là pour le coup pour Montpellier. Donc, nous, on a un dispositif de recherche en sciences sociales, hein, principalement, mais avec une pluridisciplinarité. Donc, sociologie, géographie, sciences de gestion, agronomie. Euh, donc, après, on a des méthodes qui croisent deux approches. On va dire une approche d'évaluation, donc avec un système de questionnaire qu'on appelle T0, T1, donc avant-après, pour le maximum de participants. On tend vers l'exhaustivité des participants, même si on ne l'obtient pas à 100%. On a une approche qualitative, donc à partir d'entretiens individuels, donc avec, on va dire, un panel représentatif et on sépare, on va dire, ce qui est de l'ordre des personnes qui participent au comité citoyen et celles qui vont participer à la caisse sans forcément être impliquées dans ce comité citoyen qui décide, avec des parcours du coup qui peuvent être différents aussi dans l'expérimentation de caisse. Ensuite, on a un volet observation, hein, observation participante, et puis un volet collecte de données, puisque donc on collecte les données d'achat dans un certain nombre de magasins, en tout cas ceux où il y a la majeure partie des achats qui se font. Et puis, bien sûr, les données économiques sur la cotisation, sur la fluctuation de la cotisation, les taux, etc. Euh, Par rapport à la question qui était posée tout à l'heure sur pourquoi des gens aisés, on va dire, cotiseraient à une sécurité sociale de l'alimentation, ça fait partie des choses qu'on regarde, qui nous intéressent, hein, sur ce qu'on pourrait appeler l'acceptabilité d'une nouvelle cotisation, au regard aussi de, entre guillemets, nouveaux risques, même si je ne pense pas qu'ils soient très nouveaux, mais en tout cas de risques peut-être beaucoup plus visibilisés aujourd'hui, que sont le risque écologique et le risque de ce lien entre santé et alimentation, hein, qui est absolument majeur. Et donc, avec cette idée d'une protection sociale et écologique auquel on contribuerait tous et toutes en fonction de nos moyens. Donc, effectivement, hein, c'est un questionnement. On n'a pas dit oui, ça va marcher. Mais en tout cas, l'idée, c'est aussi de mettre en relation, alors à petite échelle, effectivement, pour ce qui nous concerne d'une expérimentation, des résultats et cette acceptabilité sociale, on va dire, de ce que serait cette nouvelle cotisation. Donc, on espère aussi contribuer au projet de SSA sur ce plan-là, sur ce volet-là. Est-ce que Julie, vous voulez Et compléter oui, sur... et je voulais compléter, pardon, sur la méthode. Du coup, nous, comme je disais tout à l'heure, on tend à être dans une approche de recherche participative. La recherche participative, elle a un volet politique, on va dire, et un volet scientifique. Un volet politique au sens où on postule, on va dire, l'égalité des savoirs, donc le croisement des savoirs, les savoirs d'expérience, les savoirs d'experts, les savoirs citoyens, les savoirs de chercheurs, etc. Donc ça, c'est aussi une démarche politique sur la production de connaissances. Et puis scientifique au sens où notre hypothèse, c'est qu'à travers ce type de démarche, on va aussi produire d'autres types de connaissances que ce qu'on peut avoir sur des milieux plus académiques, enfin des recherches plus académiques. Et donc pour ça, on va utiliser notamment des ateliers de recherche en croisement de savoir. Donc, ce qui est utilisé aussi dans la santé par différents types d'acteurs, où donc on va mettre en situation de production de savoir à la fois des chercheurs, des citoyens impliqués, des acteurs professionnels ou des acteurs économiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a initié, on va dire, un petit peu cette année et qu'on va développer beaucoup plus à partir de l'année prochaine, parce que ça enrichit beaucoup les... Merci. Est-ce que Julie, vous voulez dire un mot sur Toulouse? Je rejoins ce qu'a dit Pauline parce qu'on travaille aussi sur ces axes-là à Toulouse et peut-être l'entrée originale qu'on a eue au départ, c'était de partir plutôt aussi du côté agriculture, changement du système alimentaire en prenant en considération les producteurs, transformateurs, distributeurs qui peuvent nous donner des éléments, même s'ils ne font pas actuellement partie du projet de caisse, et leur demander quels effets ils attendraient de la caisse et comment la caisse pourrait être transformative. Donc là, on se penche aussi sur des analyses de réseau, des entretiens qualitatifs pour bien comprendre leur perception.
en se disant que pour l'instant, c'est tôt pour avoir des effets quantitatifs sur les flux, mais qu'on va quand même s'y intéresser au fur et à mesure, quoi. Merci. Et du coup, là, donc on parle bien d'expérimentation actuellement. Est-ce qu'il y a une durée qui est prévue pour ces expérimentations et la parution éventuelle des résultats de recherche et où quelles suites sont prévues pour la poursuite? Alors, côté Montpellier, donc, donc nous, on est plutôt en fin d'expérimentation, en tout cas sur sa première phase, puisque comme l'a dit Kylian tout à l'heure, c'est une expérimentation qui va se poursuivre dans le temps, qui va se développer, qui va voilà, s'organiser un peu différemment. Et donc, nous, on a des premiers résultats en cours d'élaboration, on va dire. Et donc, on a un séminaire le 4 décembre prochain à Montpellier, à l'Institut enfin Agropolis International plutôt, et qui sera accessible en visio. Donc, si au niveau du DRAPS, vous voulez relayer peut-être l'information, voilà, ce sera le mercredi 4 décembre. Et là, on présentera vraiment tous les résultats de ce travail de 2 ans. Et il y aura des livrables aussi accessibles en ligne. Merci. On pourra relayer Et pour effectivement. répondre pour Toulouse, donc nous, on a démarré assez récemment. On a déjà eu des premiers résultats donc, sur le premier axe, qui est donc l'axe d'effet sur les personnes et de fonctionnement démocratique dans les caisses, qui ont été produits là, tout récemment. Pour l'instant, on n'a pas encore prévu de les présenter parce que c'est le premier volet de quelque chose qui doit être complété en février-mars de l'année prochaine, 2025. Et ça devrait être présenté lors d'un séminaire, mais il y aura peut-être d'autres occasions. Ça, il faudra qu'on y réfléchisse. Et sur le deuxième volet, qui est plutôt le pouvoir transformatif sur les acteurs du système alimentaire et le territoire, on a un premier diagnostic qui a été réalisé par des étudiants de l'ENSAT. J'en parlais tout à l'heure en disant qu'on avait un pied dans la formation, qui voulait être un diagnostic un peu initial du système alimentaire dans les territoires dans lesquels sont implantées les caisses de bassin de vie, les 4 caisses nord, sud, est, ouest que j'ai présentées. Qui a été complété par pas mal d'enquêtes auprès d'acteurs de l'aide alimentaire, d'élus, de techniciens de collectivités territoriales. Et c'est un travail qui va être repris par un post-doctorant, Sébastien Levionnois, qui va du coup faire cette espèce d'étude transversale sur les 4 territoires, les 2 territoires ruraux, Aude et Ariège, et les 2 territoires urbains, Montpellier et Toulouse. Et je ne sais pas, je pense que ça va durer 1 an et demi, donc je pense que voilà, on aura les premiers résultats à l'issue de cette période. Sachant que sur l'axe 2, les résultats sont beaucoup plus longs, en fait. On est plutôt sur du moyen terme pour comprendre les effets sur les acteurs. Ouais, c'est ça, c'est que pour l'instant, on a vraiment la vision perception avec les enquêtes qui ont été réalisées, mais de manière un peu projection future, prospective, et qu'effectivement, il faudra un peu plus de temps pour avoir les résultats, et notamment avec le travail de Sébastien. Merci beaucoup. J'ai une question un peu en lien avec les suites, si tu me permets, Delphine. Pour l'instant, voilà, c'est des expérimentations qui sont des recherches-actions, donc on voit qu'il y a un gros financement qui vient de la part du côté de la recherche, aussi pour la coordination des projets, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous voyez comme, voilà, sur un plan un peu plus long terme, en termes de pérennité de ces dispositifs qui, voilà, vous envisagez de monter en puissance des adhérents, enfin des participants, etc. Donc, comment vous voyez la suite une fois que les recherches c'est du long terme, hein, auront été menées, une pérennité en fait en termes de postes, en termes de coordination. Voilà. Moi, je veux bien dire un mot là-dessus, mais après, je pense que c'est peut-être intéressant de laisser la parole aussi à Michael, par exemple, aux citoyens qui participent, parce que je pense que finalement, la réponse, elle va venir principalement de là. Nous, on est sur des démarches, comme vous l'avez dit, expérimentales, exploratoires. On est adossé à un projet politique national qui est extrêmement ambitieux. Certains parlent d'une utopie concrète, puisqu'on est en train de dire qu'il faut avoir une nouvelle conquête sociale, on est en train de dire qu'il faut de nouvelles protections. Ça va complètement à contre-courant de ce qu'on connaît politiquement aujourd'hui. Donc voilà, même certains pourraient nous dire, mais à quoi bon? Donc nous, on est vraiment sur quelque chose d'exploratoire, une sorte voilà, des laboratoires. On est là pour démontrer de manière scientifique et sérieuse qu'il y a des intérêts à avoir un vrai changement d'approche
sur ces questions d'accès à l'alimentation. Mais forcément, ça reste des expérimentations de petite taille. Voilà. Et à nous de démontrer qu'avec une massification, on va dire, du nombre de personnes concernées, on obtiendrait des résultats beaucoup plus importants et avec cette fameuse systémie qu'on attend entre, on va dire, offre et demande alimentaire. Donc, nos expérimentations, elles sont aussi là pour nourrir ce plaidoyer, pour s'articuler avec, pour articuler cette démocratie directe, on va dire, qu'on met en œuvre avec la démocratie représentative, donc la question des élus locaux, la question des députés. Enfin voilà, donc il y a un travail qui est fait, notamment au niveau du collectif national, pour défendre cette idée politiquement. Et comme on nous l'a dit plusieurs fois à l'échelle nationale députée, on n'est pas non plus à l'abri que ça marche. Donc rien que pour ça, on va dire que ça vaut le coup d'essayer. Et puis, par ailleurs, on a tout ce qui se passe au niveau local, hein, au présent, ici et maintenant, avec les gens qui s'impliquent, avec les gens qui participent, qui contribuent et qui bénéficient de ces caisses. Donc oui, ça nous pose aussi la question de comment on se projette dans le temps à l'échelle de nos territoires sur ces dispositifs-là. Donc c'est pour ça que je disais que c'était aussi intéressant d'entendre peut-être Mickaël là-dessus, en tout cas pour Montpellier. On se projette peut-être pas tous de la même manière aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Voilà, on peut avoir des gens qui ont envie que la caisse elle trouve un équilibre financier entre ceux qui payent plus et ceux qui payent moins pour pouvoir se pérenniser. On va avoir des points de vue qui vont être plus critiques sur la pérennité en disant à un moment donné, si c'est pas pour tout le monde, est-ce que vraiment on a envie que ça existe? Parce qu'il y a à un moment donné la question éthique de l'égalité d'accès, de l'égalité du droit, d'accès au droit, etc. Donc, pourquoi il y en aurait qui auraient accès à une caisse alimentaire et d'autres pas? Voilà, donc ça pose plein de questions en fait, et on n'a pas, voilà, on n'a pas de réponse. Enfin, moi en tout cas personnellement, j'ai pas de réponse à donner une bonne fois pour toutes. C'est voilà, c'est des processus qui sont en chemin. Moi, juste ce que je peux dire, c'est que quand on a démarré la caisse à Montpellier, on était très peu nombreux. C'était encore plus une utopie qu'aujourd'hui. Euh, il s'est passé plein de choses depuis. Alors, c'est pas spécifiquement lié à nous, c'est lié à, voilà, à plein d'expérimentations qui naissent un peu de partout, au travail du collectif, à des prises de conscience politiques, à des prises de position. Donc, on voit bien qu'il se passe quelque chose autour de ces questions-là. Il y a un enjeu qui commence à remonter un petit peu au-dessus de la pile, et c'est une bonne chose que quand on regarde les politiques publiques en matière d'alimentation, on n'est quand même pas très bien lotis. Donc voilà, c'est un chemin compliqué. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est face à un système qui est complètement verrouillé, voilà, complètement maîtrisé par quelques acteurs économiques. Donc voilà, on va dire que voilà, il faut nourrir la dynamique et moi je continue de défendre que ça passe par cette idée de démocratie et d'élargir au maximum la connaissance de cause sur ces enjeux-là, l'implication, la participation. Voilà, je pense que ça a été dit dans les témoignages, on est sur des choses qui sont concrètes. Oui, on parle, on débat, on apprend, mais on est aussi sur des choses qui sont extrêmement concrètes. Faire ses courses, faire ses achats, cuisiner ou pas si c'est compliqué. Enfin, voilà, sortir de toutes ces injonctions un peu qui sont des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'on nous demande, c'est comme le message manger, bouger en dessous d'une pub pour un truc super sucré, etc. Enfin, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la contradiction de dire il faut faire ceci, il faut faire cela, mais en fait, tout notre environnement nous incite pas là. Donc, voilà, comment on fait pour raconter une autre histoire que celle-là, montrer, et je pense que nos expériences, en tout cas sur Montpellier et Toulouse, le montrent, il y a un intérêt des personnes pour la question de l'alimentation. Souvent, il y a un manque voilà, de moyens, de temps, il y a des difficultés de vie qui font que c'est compliqué. Mais en fait, il y a un vrai intérêt, il y a une vraie conscience qui ne demande qu'à être développée. Et donc, moi, je trouve que cette dimension d'action locale, participative, elle est tout aussi importante que les recherches qu'on peut mener sur le changement d'échelle ou sur la manière de pérenniser. Voilà. Je pense qu'on essaie vraiment d'articuler les deux. Sarah, vous vouliez compléter? Est-ce que c'est nécessaire? Parce qu'il y a peut-être d'autres questions, mais sinon j'aurais bien rajouté deux, trois. On a encore du temps, donc allez-y. Ok, c'est parce que je rejoins complètement ce que dit Pauline. Je pense qu'effectivement, cette question, elle se pose à deux niveaux. Au niveau local, des expérimentations qui s'inspirent de la SSA, où il me semble qu'il y a un vrai enjeu sur comment on finance ces expérimentations qui ont un coût assez important. Et ce que disait Pauline, est-ce qu'on veut aller vers quelque chose de l'ordre de l'équilibre ou de la rentabilité économique ou pas?
Nous, à Toulouse, c'est plutôt ou pas, on cherche plutôt à s'inscrire dans les politiques agricoles et alimentaires qui sont portées par les collectivités territoriales et par l'État. Et on a cette espèce de volonté politique de dire que on n'est pas des acteurs économiques au sens voilà, d'un modèle économique qui soit pérenne, mais on veut s'inscrire dans ces politiques publiques, on veut être un bras des politiques publiques sur les échelles très locales. Par contre, le fait que les collectivités territoriales n'ont pas les moyens de porter ce genre de projet aujourd'hui, il y a un vrai questionnement sur un fonds qui pourrait être dédié à ces expérimentations. Et aussi, du coup, à nous de réfléchir à comment on pourrait diversifier les manières de financer ces expérimentations, notamment par la participation des entreprises, avec tout ce qu'il peut y avoir de questionnement légal et juridique derrière, pour faire adhérer des entreprises qui pourraient cotiser pour leurs salariés. Donc ça, c'est un chantier qu'on a vraiment envie de pousser cette année. Et du coup, il nous faut aussi réfléchir de manière beaucoup plus nationale. Donc là, à l'échelle du collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation et avec les autres expérimentations, sur comment pousser le plaidoyer politique au niveau national pour soit avoir un fonds qui soit dédié à ces expérimentations, soit pouvoir aller vers un droit à l'expérimentation, peut-être régional ou départemental, en France, donc pour doter des collectivités de compétences qu'elles n'ont pas encore et qui permettraient vraiment de viser l'universalité sur un territoire. Parce que là, aujourd'hui, je pense qu'on l'a un petit peu dit, mais les personnes, oui, on se rend compte qu'il y a plein de personnes qui sont intéressées par ce sujet. On arrive quand même à avoir une diversité de citoyens qui représentent les territoires, mais il y aura des gens qu'on ne touchera jamais par des expérimentations si elles ne visent pas l'universalité. Donc, ce serait intéressant d'avoir ce premier pas institutionnel vers une sécurité sociale de l'alimentation et permettre sur un territoire de toucher toutes les personnes, et ce qui nous permettrait aussi de peut-être confirmer des effets qu'on pressent déjà et dont on a déjà, enfin voilà, sur à la fois ce que ça produit sur les personnes, ce que ça produit sur les territoires. Et ce qui pourrait, voilà, peut-être pousser vraiment vers la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation, parce que c'est l'objectif hein, des expérimentations. Enfin, en tout cas, je parle pour Toulouse, c'est notre objectif, peut-être utopiste et concret, mais voilà, c'est vraiment vers ça qu'on veut aller. Merci beaucoup. Mickaël, tu veux pas dire un mot sur comment tu vois toi les suites, enfin, qu'est-ce que tu as? Comment? Oui, non, mais moi, si je suis rentrée dans cette expérimentation, c'est aussi parce que j'y crois. Je crois qu'à force d'initiatives un peu partout en France, le jour où il y aura, je ne sais pas, 500, 1000 initiatives en France, on ne pourra pas faire autrement que ce soit ensuite nationalisé. Et j'y crois. Merci. On va basculer sur des questions qui seront peut-être plus sur le volet opérationnel, mais encore une fois, je vous laisse juger de qui peut répondre. Peut-être enchaîner, juste pour rebondir sur ce que disait Sarah par rapport aux personnes qui sont touchées et qui, enfin, de pouvoir toucher personne, tout le monde et un côté universel et des gens qui aujourd'hui, voilà, que vous n'arrivez peut-être pas à toucher, ce serait les questions du réel CPI de Lozère. Est-ce que le dispositif vous permet d'inclure aujourd'hui, enfin les dispositifs, les différentes expérimentations, des personnes bénéficiant de l'aide alimentaire ou RSA, donc Mickaël, a priori, vous en êtes l'exemple, ou autre forme de précarité financière. Est-ce que vous avez des pourcentages ou un suivi de ces données-là, du profil un peu social de ces personnes? Et j'enchaîne avec une deuxième question liée. Est-ce que les personnes les plus exposées à consommer des produits ultra transformés ou de mauvaise qualité ou avoir une alimentation dégradée sont sensibilisées ou s'approchent de ces dispositifs? Je vais répondre sur la première partie de la question. Alors, on n'a pas de données tout à fait précises sur les minima sociaux, etc. Par contre, on a quand même des données sur le profil des participantes et participants à l'expérimentation. Notamment, on sait qu'il y a 47% en fait, des personnes qui participent à l'expérimentation, donc des à peu près 400 personnes, qui sont aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Voilà. Donc ça, c'est dû à plusieurs choses. Déjà parce que, comme je vous ai dit, on a fait l'échantillon varié et qu'en plus à ça, on a ajouté 80 personnes, donc à peu près un quart de personnes orientées directement par plutôt des acteurs de l'action sociale, en fait. Donc ça représente une part importante de personnes donc, sous le seuil de pauvreté et pour une bonne partie d'entre elles,
en grande pauvreté, en fait. Là, pour le coup, les 80 personnes qui ont été orientées sont quasiment toutes des personnes aux minima sociaux, etc. Donc, on n'est pas de données tout à fait là-dessus. Après, pour la deuxième question, est-ce que tu peux la répéter, s'il te plaît? Oui, j'ai voulu faire trop de questions en une question. La deuxième, c'était est-ce que ben voilà, les gens qui vont avoir des consommations, enfin des alimentations plutôt dégradées, qui sont plutôt marquées par de l'ultra transformé, etc., est-ce que ces personnes, vous arrivez à les sensibiliser? Est-ce qu'elles s'approchent de ce type de dispositif ou est-ce que voilà, elles en restent quand même assez éloignées? C'est ce qu'on a. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas dans l'éloignement aux thématiques, c'est ce qu'on a essayé de faire avec cette histoire de partenariat avec des structures de l'action sociale. Alors, on ne rentre pas du tout dans le cliché de parce que tu es pauvre, tu t'alimentes mal, systématiquement. Euh, mais tu es peut-être plus éloigné du coup de là, le réseau de points de vente un peu alternatifs, où malheureusement, ces points de vente restent quand même des lieux souvent d'entre-soi. Donc c'était tout le but de cette démarche d'aller vers. Et donc, par le réseau de points de vente conventionnés, oui, les personnes qui participent, forcément, en fait, même s'il y a des points de vente qui sont un peu plus classiques, on va dire comme des Biocoop, des choses comme ça, qui vendent des produits aussi transformés, on est dans un registre alimentaire qui est davantage tourné vers le brut, davantage tourné vers de l'alimentation de qualité. Donc, forcément, là, aujourd'hui, avec la disposition actuelle, on touche des personnes qui étaient plus éloignées de ces thématiques. Aussi, ce qu'on fait, en tout cas à Montpellier, donc, on parle de développement du pouvoir d'agir, ouais, d'espace un peu d'empowerment pour le comité citoyen. Et en fait, on veut que cette montée en connaissance, en compétences, elle profite aussi plus largement à toutes les personnes qui participent à l'expérimentation. Et donc, on a mis en place un programme d'animation de la caisse dans lequel il y a des conférences, des projections de films, des ateliers cuisine, enfin, différentes choses en fait, sous un format plutôt éducation populaire. L'idée, c'est qu'il y ait des choses un peu variées, que ça ne fasse pas que de la conférence ou en tout cas des perspectives qui sonnent intellectuelles et qui paraissent très inaccessibles, pour un petit peu diffuser toutes ces connaissances autour de l'alimentation durable, mais de manière très très large en fait, hein. Là, par exemple, la dernière conférence qu'on a organisée, c'était une rencontre avec l'association A4 qui fait de l'accompagnement, de la mise en relation entre personnes migrantes, donc avec papier ou sans papier, et des personnes qui travaillent dans l'agriculture et l'artisanat pour échanger sur ces métiers, se former, s'installer, etc. Donc, c'est- on essaye de faire un programme d'animation qui bénéficie le plus largement possible et sur des thématiques les plus larges pour justement parler au plus de monde possible et sensibiliser sur les thématiques de l'alimentation durable des publics qui pouvaient en être plus éloignés. Donc ça, c'est un travail aussi de fort lien avec les différents partenaires qu'on a identifiés. Alors justement, il y avait une question sur est-ce que vous pouviez détailler un peu plus le contenu, le déploiement de la partie qui a été nommée formation et le côté construction d'une vision commune du système alimentaire? Ouais, donc là, pour le coup, ça porte plus sur le comité citoyen, donc le groupe de 60 personnes, on n'est pas sur les 400, parce que sinon, on ne parle pas vraiment de formation. Donc, il y a eu différents modules, surtout au début, hein, c'était beaucoup concentré sur le début de l'activité du comité citoyen. En fait, sur les 5 premiers mois, le travail, ça a été, il fallait un peu aller vite. À cette époque-là, on était plutôt à 2 séances par mois plutôt qu'une, parce qu'il fallait carburer. L'idée, c'était à ce moment-là d'apprendre à se connaître, se faire confiance, puisqu'on allait partager du vécu, pas forcément en commun. En fait, il y a des personnes d'horizons très très différents dans le comité, des personnes qui ont vécu la précarité, d'autres non. Donc, il y avait des approches, une approche très, très sensible, des choses très intimes qui allaient être partagées. Donc, il fallait apprendre à se faire confiance. Donc, on a été beaucoup comme ça sur l'interconnaissance et sur effectivement le fait de se forger une vision commune. Ça, c'est passé par différentes interventions. On a eu des interventions, par exemple, de Sébastien Levionnois, dont Sarah parlait tout à l'heure, sur le système alimentaire. Donc, en fait, à quoi ressemble le système alimentaire aujourd'hui? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un système alimentaire? À quoi est-ce qu'il ressemble? Donc, un système qu'aujourd'hui on estime agro-industriel, qui a des conséquences et des impacts très lourds sur la santé, sur l'environnement, des impacts économiques, voilà, toutes ces choses-là. L'idée était vraiment de sensibiliser et de monter en connaissance là-dessus. On a eu des interventions sur la précarité alimentaire. Qu'est-ce que la précarité alimentaire aujourd'hui? Qui est-ce qu'elle touche? Ces différents aspects, ces différentes dimensions. On a eu une séance sur les liens entre alimentation et santé, avec plusieurs professionnels de santé qui sont venus. Donc, il y avait une médecin, un psychologue, une épidémiologue spécialiste des liens entre santé mentale et alimentation. Voilà, donc l'idée est vraiment de sensibiliser et de monter en connaissance sur ces différents sujets. J'en ai sûrement oublié, très La honnêtement. sécurité sociale. Ouais, on a eu une séance aussi du coup sur l'histoire de la sécurité sociale.
donc avec un syndicaliste et militant CGT qui est venu nous parler de l'histoire de la sécurité sociale et comment est-ce qu'elle a été instituée et du coup en quoi ça peut servir de base de réflexion pour la Ouais, lutte qu'on mène, nous, pour la sécurité sociale de l'alimentation, donc rajouter cette fameuse sixième branche. Voilà. Et donc, c'est des thématiques qu'on réactualise. Mais c'est vrai qu'on en a un peu moins maintenant parce qu'on est beaucoup plus pris dans l'opérationnel maintenant que la caisse tourne et qu'il faut conventionner des nouveaux lieux, recruter des nouvelles expérimentatrices et expérimentateurs. Mais ça reste quelque chose qu'on a en tête. Et là, justement, on est en train de faire un peu évoluer le format des comités citoyens. On va peut-être passer avec un format plus ouvert une fois tous les 3 mois où les expérimentateurs et expérimentatrices viennent au comité. Et on se demande si c'est pas la bonne occasion, du coup, pour régulariser ces séances un petit peu thématiques de formation pour en faire une tous les 3 mois, par exemple. Alors là, c'est des pistes, donc voilà, commencez pas à dire dans la presse ou je ne sais où à Montpellier ils vont faire ça, mais c'est des choses qu'on envisage parce que c'est un format qui est hyper important, qui est vraiment dans l'éducation populaire et donc qui est au cœur de nos enjeux. Voilà. Tu veux Est-ce que ajouter ces quelque chose? thématiques de formation, du coup, c'est à l'initiative locale ou il y a un peu une ligne de conduite nationale sur, à partir du moment où on met en place une expérimentation, il y a des thématiques un peu recommandées à aborder? Ou peut-être Toulouse pour répondre aussi sur la partie, ce qui a été proposé chez vous. Ouais, bah pour nous, c'était aussi pensé en local et en discussion avec les citoyens. Je pense que Sarah, tu souhaiterais intervenir aussi. Peut-être, ou Fatou, ouais, juste pour dire voilà, qu'il y avait aussi eu un peu une même logique que ce que Kylian a présenté pour Montpellier. Et aussi des visites de ferme, du théâtre forum, qui est un théâtre participatif pour tester ensemble des solutions, ce type d'atelier avec différents formats. Mais je laisse plutôt la parole à Fatou, si tu veux. Oui, en fait, lors de nos réunions, on a eu le nutritionniste qui était venu pour nous parler sur la nourriture. Et on a vu aussi un monsieur qui était venu pour nous faire sur la pêche, qui nous parlait sur les impacts so- euh, so- social, comment, en tout cas sur la pêche. Et on avait eu aussi des ateliers de cuisine sur les recettes, sur les légumineuses. On a été aussi, on a fait des visites aussi des fermes aussi, des éleveurs, c'était sur les vaches à 1 heure de route de Toulouse. Et je dirais qu'avec tous les ateliers qu'on a eu à faire, ça nous a permis aussi d'apprendre des choses qu'on ne connaissait pas en fait. Parce que des fois aussi, tu peux t'alimenter, mais sans savoir comment t'alimenter. Et avec des ateliers qu'on a eu à faire, on a compris beaucoup de choses qu'il fallait faire, mais qu'on ne savait pas. Merci. Merci pour les précisions. Je Il y a une reprends la question. parole très brièvement Ouais. parce que j'ai été un peu long tout à l'heure. C'est vrai qu'on a aussi fait ça, des visites de ferme et notamment même des comités citoyens. On en a fait plusieurs, je dirais 3 ou 4 comités citoyens directement sur la ferme. Donc déjà pour être immergé un peu dans le milieu agricole et aussi pour faciliter Écoutez les producteurs. l'implication. Ouais. Voilà, écouter les producteurs, faciliter l'implication des producteurs et productrices. On vient sur leur lieu de travail, donc ça leur prend un peu moins de temps que s'ils devaient venir nous voir dans une salle dans le centre de Montpellier ou quoi. Et pour qu'ils nous parlent un petit peu de leur réalité, leurs difficultés entre producteurs et productrices, et voir un petit peu comment la caisse peut venir huiler, simplifier tout ça, en fait. Quels sont leurs grands problèmes du moment, notamment là, il nous avait parlé cet été de pic vraiment de production l'été, parce que c'est là où tu as tous tes légumes d'été qui commencent à sortir énormément au mois de fin juillet, août, tu as énormément de tomates, d'aubergines et de courgettes. Sauf qu'en fait, tu as beaucoup de gens qui sont en vacances, donc tu as à la fois un pic de production, mais une grosse chute des ventes. Et du coup, comment est-ce que le comité peut, et donc la caisse, peut venir un petit peu lubrifier tout ça? Donc, on a mis en place des groupements d'achat pendant l'été sur différents quartiers. Donc, on permis aux personnes de la caisse et un petit peu autour d'eux, parce que c'était pas non plus bloqué comme truc, de venir acheter et donc d'écouler un peu ces surstocks de légumes. Voilà. Donc là, on voit l'application et les résultats assez directs de venir faire ces comités sur la ferme, donc d'identifier vraiment les problématiques des producteurs et des productrices. Non seulement ça forme le comité, et en plus ça permet de débloquer des choses qui leur sont utiles. Alors justement, il y avait une question par rapport aux producteurs, productrices, agriculteurs, agricultrices. Quels freins vous avez identifiés pour qu'ils ne conventionnent pas avec la caisse alimentaire? Pour qu'ils ne conventionnent pas, est-ce que vous pouvez Oui, en repréciser gros, la question? chez les producteurs et productrices que vous auriez éventuellement sollicités,
Quels sont les freins qui font qu'ils ne pourraient pas, voudraient pas conventionner? Qui veut se lancer? Kylian lève la main. Bah, si vous voulez, je commence. Mais comme je venais de parler, je m'étais dit que peut-être l'équipe Sarah Fatou allait commencer. Mais euh, du coup, des freins, il y en a plusieurs, très honnêtement. Je dirais, il y a un frein technique, c'est qu'on a voulu la MENA la plus simple possible. Mais néanmoins, quand on encaisse la MENA, pour l'encaisser, il faut quand même avoir un compte sur un site et éventuellement même se mettre un petit raccourci pour qu'il fonctionne à peu près comme une application. Et bah, pour ça, en fait, il faut un dispositif qui permet d'aller sur Internet de manière mobile, donc voilà, un téléphone ou une tablette avec un partage de connexion. Et bah, ça, il y a des producteurs et productrices, soit qui ne savent pas, soit qui n'ont pas envie, enfin ne veulent pas le faire, etc. Alors, en général, c'est pas trop un problème parce que souvent les producteurs et productrices qu'on conventionne sont sur des marchés. Et en général, tu as la personne du stand d'à côté qui est OK d'avoir l'application Mona sur son téléphone et du coup peut dépanner le collègue, le voisin, quoi. Donc, ça, c'est pas trop un frein. Donc, il y a cette partie-là. Des fois, il peut y avoir aussi des producteurs et productrices qui n'ont pas envie forcément de prendre le temps de comprendre la démarche ou alors ça leur semble pas utile, etc. C'est compréhensible aussi. Aussi, je pense qu'il y a quelque chose d'important et qui est lié vraiment à l'ampleur de nos expérimentations. En fait, nous, on est 400 personnes sur une métropole de 500 000 habitants. Et on n'a pas eu, je sais pas, l'intelligence de Toulouse de cibler des quartiers, des bassins de vie spécifiques. Ce qui fait qu'on a une population, en fait, qui est un peu éclatée sur le territoire. De fait, pour un producteur, une productrice, les retombées économiques vont être assez faibles. Peut-être que sur le quartier où il y a le marché, en fait, il y a peut-être 30 personnes qui habitent autour. Alors, si c'est un marché du centre, un peu plus, mais si c'est un marché un peu excentré, forcément, il va pas y avoir des centaines de personnes qui vont venir faire des achats en Mona. Donc, peut-être que l'intérêt aujourd'hui, il paraît pas très important. Alors, je nuancerai un peu quand même parce qu'il paraît pas très important sur l'aspect économique. Par contre, on a de très bons retours des producteurs et productrices sur l'évolution de la clientèle, en fait, qui vient sur le marché. En fait, il y a des marchés